Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à cette quatrième matinale consacrée au déploiement de la multimodalité en formation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia Fly-Sainte-Marie, directrice de Light Mint, et face donc aux enjeux des commanditaires, eh bien, les attentes des bénéficiaires jeunes et moins jeunes, de nombreux organismes de formation ont intégré la multimodalité, le e-learning, dans leur formation. Et beaucoup d'organismes de formation ont investi dans des outils onéreux dont l'usage est faible au regard des efforts et du temps consacré à leur conception et paramétrage. Donc très souvent, ces modalités ont été appliquées sans repenser l'ingénierie en fonction des publics à former et des compétences à développer. Alors, comment concevoir efficacement la multimodalité en formation en fonction des publics, des compétences à développer et des contraintes des organismes de formation? Eh bien, donc, quelles sont les étapes aussi indispensables d'une telle ingénierie? C'est ce à quoi Laetitia Fly-Sainte-Marie va tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour Laetitia et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Christine, merci beaucoup. Alors simplement pour rappel, notre matinale s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences qu'on a intitulé Formation en mutation, qui est né donc d'un partenariat entre Amphor, le Cariforef BFC et Acto, donc qui est un opérateur de compétences, et qui prend racine donc dans un conventionnement entre Acto et le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif de ce partenariat est d'accompagner les organismes de formation Bourgogne-Franche-Comté dans le développement d'une offre de formation qui va prendre en compte les évolutions du monde de la formation professionnelle et les caractéristiques inhérentes au territoire régional. Ce cycle de conférences, il va s'inscrire dans le cadre du déploiement de l'axe 1 de notre convention 2021-2024 qui va viser à informer et à animer des réunions à destination des organismes de formation sur le territoire, co-animées avec Amphor et qui vont porter sur des thématiques clés qui ont été identifiées conjointement avec Amphor et en fonction des remontées terrain que nous, on a pu avoir. Simplement quelques rappels de consignes pour le déroulé de ce webinaire. En raison du nombre d'inscrits de participants, on va vous demander de poser vos questions à l'écrit dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat de Livestorm. On va y répondre à des temps dédiés au fil de l'intervention de Laetitia. Si on a des besoins complémentaires sur vos questions, on demandera de les détailler soit à l'écrit ou à monter sur scène si l'écrit ne suffit pas. Le format proposé aujourd'hui suppose des contenus qui vont être novateurs et donc on va pouvoir à certains moments peut-être percuter des réalités que vous avez dans vos pratiques. Donc l'objectif c'est d'ouvrir le débat et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à poser toutes vos questions. Le replay sera transmis à l'issue du webinaire sous une certaine temporalité. On va pas vous l'envoyer de suite parce qu'Amphor va devoir le monter. Mais vous pourrez le regarder à nouveau et le diffuser à vos équipes si vous le souhaitez. Je vais laisser donc la parole maintenant à Laetitia qui va vous faire sa présentation de la thématique du jour. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue justement dans ce webinaire donc sur l'intégration de la multimodalité dans les parcours de formation. Alors je vais essayer de passer les slides si je retrouve la petite... Voilà, ça y est. Du coup, je passe, intégrer la multimodalité dans vos formations. Donc, c'est votre quatrième conférence pour ceux qui viennent d'arriver. Et on va en parler en détail ensemble. Lors de ces 2 heures, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct, parce que des fois, c'est tout à fait opportun, juste pile au moment, donc j'y répondrai tout de suite. Et peut-être que certaines questions, je répondrai un tout petit peu plus tard, parce que je sais que je vais aborder ensuite le sujet. Alors, déjà, je vais me présenter, même s'il y a déjà une belle présentation et un beau contexte de poser. Donc, je suis Laetitia Fly-Sainte-Marie. Je suis la fondatrice et la dirigeante de l'agence Let's Mind, qui intervient dans toute la France et qui accompagne des organismes de formation, justement sur leur transformation, sur le fait de repenser les formations, de produire tout type de formation, que ce soit présentiel, distanciel, synchrone ou asynchrone. Et puis, notre dernier métier, c'est de former les acteurs des acteurs de formation. Au-delà, je suis ingénieure de métier, ingénieure formation, ingénieure pédagogique. Je mets les deux parce que le métier en France, on confond ingénierie pédagogique et ingénierie de formation. Donc, en fait, j'écris tant des diplômes, des titres que du séquençage pédagogique. On va en parler aujourd'hui et je suis experte en storytelling. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions parce que
La multimodalité, c'est vraiment le panel global, enfin c'est l'approche globale à travers la formation. Et du coup, c'est un sujet, quand on me l'a proposé, extrêmement intéressant et enrichissant. Et des fois, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Donc, si c'est trop conceptuel, dites-le moi, c'est trop opérationnel aussi. Alors, c'est parti. Donc, repenser ces formations en multimodalité, certes, mais même si Christine a posé le contexte, oui, mais quoi? C'est quoi la multimodalité? En fait, qu'est-ce qu'on fait finalement, puisqu'on entend parler d'un certain nombre de termes, et finalement, sont-ils définis et entend-on la même chose derrière? Et surtout, comment? Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on rencontre des organismes de formation et qu'on parle du fait de repenser les formations, tout le monde me dit, bien sûr, c'est certain, mais je sais pas par quoi commencer. Et quand je commence à tirer la petite pelote, en fait, je m'aperçois qu'il y a tout un truc derrière et ça commence à être très compliqué. C'est ce qu'on va essayer de clarifier aujourd'hui, justement ensemble, à travers ce webinaire. Alors, ce que j'aime bien faire à chaque fois, sur chaque thématique, c'est de reprendre quand même un petit peu d'histoire, de reposer les choses et de reposer le contexte. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est vraiment ça. C'est qu'on va parler des origines, on va parler de l'histoire et on va parler aussi vocabulaire pour être d'accord sur vraiment ce qu'il y a derrière les mots. Alors, déjà, effectivement, c'est pas un concept qui est nouveau. C'est ça, on parle souvent d'innovation pédagogique, il n'y a pas d'innovation pédagogique en pédagogie, on devrait même parler d'andragogie, mais on n'est pas vraiment, il n'y a pas d'innovation, il y a des innovations en termes d'outils, mais il n'y a pas de grandes innovations depuis un certain nombre d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est pareil dans la multimodalité, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le terme déjà qui est retenu dans le Code du travail, en France, parce que la formation est réglementée, c'est la FOAD. Vous en avez probablement entendu parler. Ça date quand même des années 80. C'est la formation ouverte à distance. Et c'est quoi la FOAD? Comment justement, et c'est ça qui est intéressant pour se dire de quoi parle-t-on, comment est-elle décrite? Quelle est sa définition? C'est un dispositif donc souple de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs, c'est-à-dire des apprentissages individualisés, plus l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance, pas nécessairement sous le contrôle permanent d'un formateur. Voilà ce qui est posé directement en FOAD dans le Code du travail. C'est Valdès en 95 qui, lui, commence à parler, donc bien après, ça va assez vite, mais de formation hybride. Et on passe de formation ouverte à distance, formation hybride, à blended learning par Graham en 2004. Pourquoi va-t-on vers un vocabulaire anglo-saxon? Eh bien, tout simplement parce qu'il clarifie les choses et qu'il a, pour adaptation de parler déjà par approche par compétence, et au-delà, le blended learning, c'est mélanger les formations pour s'adapter au public ciblé en temps voulu. Donc, ce n'est pas forcément mélanger que les modalités, c'est mélanger les formations. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la formation, que ce soit les modalités ou les méthodes. Voilà pour le point d'histoire, mais ce qui est assez intéressant derrière, c'est que là, on voit déjà à travers la FOAD qu'on parle de dispositifs souples de formation, qu'on parle d'individualisation des formations, qu'on parle d'accès à des ressources et à des compétences, avec ou sans présence du formateur. Donc, on a déjà tous les ingrédients pour repenser les formations et parler effectivement d'un vocabulaire commun. Alors, on parle du coup des 5 dimensions de l'hybridation. Chez les Américains, Core, en 2013, parle lui de 3 dimensions, vous allez voir qu'on va retrouver, qui va être important justement, qui va être important justement pour bien comprendre le contexte. J'en parlerai, Laurence, pour de la FOAD sur les règles, les preuves pour les financeurs, etc. Puis Acto pour en parler, bien entendu aussi. Mais en tout cas, je veux parler de la réglementation par rapport à ça. Sur les 5 dimensions d'hybridation, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une articulation des phases présentielles et distancielles. Donc, on est déjà, vous voyez, dans une combinaison. On commence à parler d'hybridation. On ne parle pas encore de multimodalité, mais on parle d'hybridation avec ces phases en présentiel et en distanciel, avec des environnements technopédagogiques utilisés, avec des effets d'activité réflexive ou avec des pairs. Donc là, on est sur des principes d'andragogie, c'est-à-dire de formation professionnelle pour les adultes, en se disant que les activités, elles sont aussi là pour nous faire progresser individuellement en autonomie, avec un formateur qui va nous guider ou nous accompagner, ou avec des pairs. Donc, vous voyez, le spectre des activités, il n'est pas fermé, il est complètement ouvert.
l'accompagnement par une ou plusieurs personnes, donc ce n'est pas juste un formateur, ça peut être une cohorte d'accompagnants, et le degré de liberté de l'apprenant et la possibilité de recourir à des supports ou des personnes externes. Donc ça, c'est 2012, les 5 dimensions d'hybridation. Je vous ai mis les auteurs, etc., parce que quand vous allez revenir peut-être sur le webinaire ou sur les supports, au moins vous pourrez les creuser pour ceux que ça intéresse. Et c'est toujours bien de revenir sur les fondamentaux, en tout cas de la base scientifique. Corr, en 2013, lui, il parle des 3 dimensions: environnement d'apprentissage, ressources nécessaires à l'apprentissage et méthodes pédagogiques les plus appropriées pour atteindre les objectifs de formation. Donc ça, c'est assez intéressant parce que on repart du principe essentiel que le formateur, il est là pour permettre à des stagiaires identifiés d'acquérir des compétences identifiées et de trouver la meilleure solution pédagogique. C'est vraiment ça. Il n'est pas là pour délivrer du savoir. Sinon, on prend un livre, quoi. Un pair, Laurence, c'est les pairs. On me pose la question, donc je vais vous répondre tout de suite. Les activités avec les pairs, c'est les personnes comme vous, en fait, qui ont les mêmes emplois, les mêmes fonctions, etc. Quand vous êtes formateur, un pair, c'est un autre formateur. Quand vous êtes ingénieur pédagogique, un pair, c'est un ingénieur pédagogique. Un médecin, etc. C'est votre communauté d'environnement de travail qui a les mêmes missions et fonctions. Pour Corr, il commence à parler en fait aussi, et ça je pense que ça peut vous intéresser grandement, sur les difficultés liées à l'hybridation. Forcément, on se dit, tout le monde se dit, quand on dit qu'est-ce que l'hybridation et qu'est-ce que la FOAD, tout le monde se dit, mais bien sûr, je suis pour. On peut individualiser, aller au plus près des compétences de chacun, on peut mettre des ressources en ligne, on peut faire intervenir un ou des formateurs. Je ne parle même pas de problématiques budgétaires, mais en tout cas, voilà, on peut être accompagné par plusieurs personnes, on peut avoir des environnements divers technopédagogiques à distanciel ou en présentiel, on peut avoir tout un tas d'activités, tout le monde dit très bien, mais bien sûr, ça va de soi, on élargit le champ et ça va très bien. Toutefois, lui quand même parle de grandes difficultés à mettre en place l'hybridation. Et ça, je peux vous dire, et on va en parler, des critères de réussite, des facteurs clés de succès, mais aussi des axes de vigilance ou des recommandations par rapport à ça. On a accompagné une 50aine d'OF très récemment. Et on le voit effectivement vraiment, que ce soit individuel, ça n'a rien à voir avec la taille de l'entreprise. Mais ce que l'on voit en tout cas, c'est que ce que dit Corr aussi, c'est que la plus grande difficulté réside dans l'anticipation, l'affectation des moyens et le temps nécessaire à l'élaboration des dispositifs. Et ça, on va en reparler ensemble justement sur l'anticipation, l'affectation des moyens et le temps nécessaire à l'élaboration des dispositifs à travers justement une méthodologie, parce que repenser ces formations, c'est justement les réécrire et les reprendre complètement. On ne peut pas calquer un modèle directement en se disant mon présentiel, je vais le mettre en distanciel synchrone, ça va être à peu près la même chose. On l'a essayé pendant le Covid par rapport à des urgences qui étaient présentes et on a très bien vu que ça ne fonctionnait pas. Alors, je vous parle même pas si c'est en e-learning. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Donc, clarifions un peu le vocabulaire sur ce que l'on a, sur les modalités, le blended, la multimodalité, la comodalité, tout ça ayant pour objectif d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, je pense que vous entendez parler de ces différents vocabulaires et vous voyez que finalement, la multimodalité, on en parle de façon assez récente. Et quelle est la différence entre multimodalité, comodalité? Qu'est-ce qu'une modalité finalement pédagogique aussi? Le blended, on l'a déjà un peu défini ensemble, mais on va le reprendre. Il existe, on pourrait dire 3, mais je veux dire 4 modalités pédagogiques. Il n'y en a pas 200 en fait. C'est 4 modalités. Le présentiel, je pourrais mettre tout le synchrone ensemble, mais j'aime bien les différencier. Le présentiel, le distanciel synchrone, ce qu'on est en train de faire, le distanciel asynchrone, d'accord, et le réel, c'est-à-dire l'entreprise, dans lesquels on va retrouver les stages, l'alternance, l'apprentissage et la FEST. Vous en parliez tout à l'heure, les actions de formation en situation de travail. D'accord? Toutes ces modalités, prises individuellement ou collectivement, ont pour objectif de permettre aux stagiaires, aux apprenants d'acquérir de nouvelles compétences. D'accord? Quand on parle de e-learning, par exemple, ce n'est pas juste, parce qu'on confond e-learning, digitalisation, etc., ce n'est pas juste déposer des ressources en ligne. C'est pas mettre des PDF, des ressources, et puis l'apprenant, il va réussir à se débrouiller. On parle de parcours de formation dans le choix des modalités.
ça doit permettre, chaque modalité, l'acquisition de compétences. Et dans ce distanciel asynchrone, c'est-à-dire je suis à distance avec mon formateur ou les formateurs et je suis asynchrone, c'est-à-dire que je ne suis pas sur la même temporalité, donc je me connecte à minuit ou quoi que ce soit, j'ai tout à disposition, en tout cas tout ce dont j'ai besoin pour acquérir seul ou en équipe de nouvelles compétences. Ça ne veut pas dire uniquement, justement là je reviens sur votre questionnement aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas que le e-learning, il y a aussi tous les temps d'autonomie des stagiaires et des apprenants. Si par exemple j'ai un travail en présentiel, en modalité en présentiel, et que derrière on me demande de réaliser une étude de cas, de réfléchir à un sujet, etc., et que je suis en dehors du temps de formation en présentiel ou quoi que ce soit, donc je vais être chez moi par exemple et je vais devoir réfléchir à une étude de cas pour la rendre un rapport ou ce que vous voulez, c'est du temps de formation. C'est du temps de formation. De toute façon, le temps de formation, à partir du moment où vous vous formez, où vous apprenez dans un parcours de formation qui est identifié et que vous n'êtes pas en train de faire autre chose au cinéma, en train de courir, c'est du temps de formation. Donc ça, c'est intéressant sur les modalités, en fait, parce que ça permet de revoir complètement ces programmes en fonction, et on va le reprendre, des apprenants et du persona, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, avec n'importe quel public pour atteindre n'importe quelle compétence. C'est pas possible. Donc, il y a 4 modalités. Et donc, qu'est-ce que la multimodalité et la comodalité? Alors, là, on va dire que si la dernière conférence à laquelle j'ai assisté avec Jonathan Potti, que vous aurez très prochainement, je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit, bah oui, mais le vocabulaire, on se met d'accord. C'est conventionné en fait parce que on n'est pas tout à fait d'accord. De toute façon, entre nous, c'est beaucoup de concepts, peu de définitions. Donc, on est obligé de se dire, bah voilà, ce mot pour tout le monde signifie cela. Alors, les Canadiens ne sont pas tout à fait d'accord avec les Anglo-Saxons et avec les Français, donc je vais vous définir les termes tels que je les entends et tels qu'en tout cas je les ai lus la plupart du temps. Et je vais vous expliquer les petites différences pour que vous puissiez comprendre des fois derrière les termes, quand vous répondez à un appel d'offres, quand vous voyez des choses, ou même quand vous déposez un programme, ce qu'il y a, parce que des fois c'est nécessaire de les clarifier en postulant. La multimodalité, c'est le fait d'avoir plusieurs modalités dans un parcours de formation. D'accord? Pas une seule et unique, plusieurs. Donc, à partir de 2. OK? C'est-à-dire, vous pouvez avoir très bien une séance en présentiel, derrière une visio, et une séance en présentiel, c'est de la multimodalité. D'accord? Vous pouvez aussi avoir e-learning, présentiel, quel que soit l'ordre. Situation de travail, par exemple, quelqu'un en alternance, et présentiel. C'est de la multimodalité. En tout cas, c'est la première définition qu'on entend sur la multimodalité. Un parcours de formation avec plusieurs modalités. D'accord? Un peu à la différence, on peut parler de blended learning, le mot qui est juste à côté. Toutefois, soyez vigilants que le blended learning, ce n'est pas que le mélange de modalités, c'est également le mélange de méthodes pédagogiques. Ça, c'est la première définition de la multimodalité. Mais en fait, dans son essence première, la multimodalité, c'est pas tout à fait ça. La multimodalité, c'est de pouvoir proposer une formation suivant toutes les modalités. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que j'ai une formation, imaginez, vous avez un module de formation en gestion du stress, d'accord? Et vous pouvez le faire. Vos stagiaires, vos futurs apprenants ont le choix, pour tous les grains pédagogiques ou tous les modules qu'il y a à l'intérieur, de choisir s'ils souhaitent le faire en présentiel, en distanciel synchrone ou asynchrone, ou en réel. Ça veut dire que votre formation, elle est découpée par module et qu'elle est proposée X fois suivant les modalités. Et que, par exemple, je peux choisir, moi, de faire la première séance en présentiel, le deuxième module en e-learning, le troisième en visio, le quatrième, je repasse en présentiel. Donc, c'est soit choisi par l'apprenant, soit prescrit par le centre de formation. Mais la multimodalité, normalement, c'est ça. C'est de pouvoir proposer l'ensemble de la formation, quelle que soit la modalité. Donc, quand on parle multimodalité, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et entre nous, parce que là, voilà, on est juste entre nous, je pense que la multimodalité est aussi l'avenir de la formation, c'est-à-dire de pouvoir choisir une formation avec l'ensemble des possibilités en modalité et que l'apprenant puisse choisir. Ensuite, on a la comodalité. La comodalité,
que l'on voit en ce moment un peu beaucoup et qui n'est des fois pas tout à fait préparé, parce que toutes ces modalités, vous allez voir, c'est la conception pédagogique et de l'ingénierie pédagogique, mais différente en fait à chaque fois. Donc, des fois, on peut même se faire quelques petits nœuds au cerveau pour réfléchir à ce qu'on va faire. Mais la comodalité, c'est d'avoir deux modalités en simultané. Et là, on peut avoir, par exemple, ce que l'on retrouve souvent. Un formateur est en présentiel et en même temps, il doit animer en visio, en classe virtuelle. Alors, attention à la comodalité subie. OK. Alors, on peut l'avoir. Hein. Quelqu'un est absent et dit, excusez-moi, est-ce que je peux, au loin ou une problématique, je peux me connecter en visio, comme ça, je peux un peu suivre. OK. Mais en fait, la comodalité, c'est une conception pédagogique vraiment à part. Parce qu'il faut que le formateur soit capable d'animer les deux groupes véritablement et pas d'en privilégier un par rapport à l'autre, ce que l'on fait souvent en comodalité. Par ailleurs, en plus, ça nécessite que les groupes puissent échanger ensemble. Et enfin, il y a un élément extrêmement important, c'est que d'un point de vue technique, il doit y avoir des moyens techniques et des outils à la hauteur de la comodalité. Donc aux États-Unis, ça marche très bien. Les formateurs sont dans des grandes salles. Il y a des micro-cravates. Il y a quelqu'un qui va gérer les chats, etc. en même temps, qui va gérer les caméras qui généralement suivent le formateur quand il est de dos, etc. Qui va en même temps voir son PowerPoint. Les travaux d'équipe sont gérés et il y a une personne spécifique qui va gérer les interactions avec les apprenants présentiels et en distanciel et tous les problèmes techniques. En France, c'est pour bidouiller, avoir une caméra et que là, on fait de la comodalité. En même temps, j'ai une salle en présentiel. C'est pas possible, en fait. C'est du bidouillage. Ça ne peut pas fonctionner. Alors derrière, on va me dire, c'est pour désenclaver les territoires ou quoi que ce soit. Non, ça fonctionne pas. Donc ça, c'est très important parce que derrière ce qu'on va choisir, il y a quand même des avantages et des contraintes. Et en tout cas, il y a une conception pédagogique. Toutes ces modalités, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment penser que leur objectif, c'est d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir des compétences. C'est pas juste mettre des ressources en ligne, ce n'est pas de la multimodalité. J'ai une formation en présentiel, j'ai un LMS et je mets mes ressources en ligne, ce n'est pas de la multimodalité. Ce n'est pas de l'hybridation des formations. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ou comme ça je me réhydrate ? Poursuivons alors. Donc, quels sont les avantages ? Pour vous, quels sont les avantages de la multimodalité ? Ou pourquoi ça vous intéresse ? Vous pouvez écrire dans le chat. Hein. Je lis au fur et à mesure. Là, vous inquiétez pas. Pourquoi faire de la multimodalité ? Individualisation des parcours, bien sûr, tout à fait, on va en reparler. Ça permet de rendre plus actif le stagiaire. On va voir, pas forcément. La modalité n'est pas la méthode pédagogique. S'adapter en toutes circonstances, ok. Répondre aux besoins de chacun, rendre plus agile notre système et notre offre, tout à fait. Éviter les ruptures, faciliter l'accès. On a le choix. Gagner du temps dans son agenda professionnel. Je regarde s'il y a d'autres choses. Alors, il y a de nombreux avantages et vous les avez décrits dans la majorité. Ça, c'est certain. Alors, quand vous dites par contre, s'adapter en toutes circonstances, oui, si on est vraiment sur un modèle de multimodalité où notre formation elle est proposée en présentiel, etc., forcément, oui. Toutefois, après, il y a ça peut fonctionner quand on a des entrées et sorties permanentes, des groupes assez importants. Quand on a une formation, ça peut être un peu compliqué. Sur l'individualisation des parcours, on va en reparler aussi, et ça fait partie de la méthodologie, parce que j'entends parler souvent d'individualisation des parcours qui n'en sont pas forcément. Ça peut permettre de varier le rythme aussi. Mais encore une fois, ne confondez pas modalité et méthode pédagogique et activité. D'accord ? La modalité, c'est vraiment le présentiel, le distanciel synchrone, asynchrone, le e-learning, je l'ai dit dans le distanciel, asynchrone et le réel. C'est vraiment ça. Alors, je suis en train de cliquer, mais pas sur les bonnes slides. Les avantages. Le premier avantage, effectivement, vous l'avez dit, c'est l'individualisation des parcours de formation en termes de modalité, d'accord ?
C'est ça. Et on parle que en termes de modalité. Hein, ça veut dire aussi que votre formation, elle est découpée en grains pédagogiques. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde sur la granularisation des formations, les grains pédagogiques. Donc, je vais juste refaire un petit blabla là-dessus. Quand vous avez des blocs de compétences dans un titre ou même dans une formation, des modules, ces modules doivent être découpés en grains pédagogiques. Un grain pédagogique est égal à une compétence avec un ou des contenus rattachés, avec une ou des modalités rattachées. D'accord? Le grain pédagogique, il est détachable et il peut aller il est détachable dans d'autres formations. On parle de granularisation. Pourquoi? Parce que avant, on est resté sur la modularisation. Depuis la loi de modernisation sociale de 2002, l'obligation de passer en modularisation et normalement, on approche par compétence versus l'approche par thématique et par matière qu'il y avait auparavant. Et parce que il y a deux problématiques à ça. Un, est-ce que je dois faire tout un module de formation ou tout un bloc de compétences alors que moi, il manque juste un bout à l'intérieur? Donc ça, c'était la première question. Et deuxième question, la formation, ça coûte cher. Et si je dois à chaque fois financer, moi État, moi collectivité ou moi entreprise, la formation de tout un module alors que la personne a juste ce type de besoin, bah là, il y a une problématique. Donc l'individualisation des formations, c'est aussi le fait je suis obligée de parler un peu d'évaluation, mais Jonathan reprendra dans son prochain webinaire et je vous conseille vraiment d'y assister. Ça fait partie du positionnement des stagiaires et de la base aussi d'évaluer où en sont vos stagiaires, vos apprenants, vos futurs apprenants avant d'entrer en formation. Et l'individualisation, effectivement, elle est faite par grain pédagogique. Finalement, dans l'absolu, je devrais pouvoir avoir un parcours de formation complètement différent de celui de mon collègue et voir des attestations de compétences à la fin des formations complètement différentes de celui de collègues qui suivent avec moi la formation. Mais cette multimodalité permet effectivement l'individualisation parce que je suis plus libre de ma modalité, donc j'ai moins en tant qu'apprenante de contraintes à suivre quelque chose. Et quoi qu'il se passe, j'entends beaucoup de formateurs de me dire oui, mais le présentiel c'est génial, il faut garder du présentiel. Oui, mais ça c'est génial, il faut garder ça. En fait, quand on est ingénieur formation, on se pose pas ce type de questions. On se dit pas qu'est-ce qu'il faut garder ou pas. La pédagogie, ce n'est pas l'apanage du ou, mais c'est l'apanage du et. Ce qu'on aime, c'est de rassembler des choses qui viennent de nos domaines ou d'autres domaines, ayant uniquement pour objectif de permettre aux stagiaires d'acquérir les compétences visées. Donc, ce qu'on aime, nous, c'est quand on a des moyens illimités, c'est de pouvoir faire des choses, c'est de faire c'est d'avoir du présentiel et du e-learning et du distanciel synchrone et du réel. De toute façon, qu'on soit très clair, on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le full quelque chose. Mais le full présentiel, c'est la même chose. Le full présentiel ne fonctionne pas. On n'avait pas le choix, c'était le modèle économique sur les formations, donc tout le monde était dedans. D'accord? Mais le 100% présentiel ne marche pas plus que du 100% visio, que du 100% e-learning. Pourquoi? Parce que nos moyens sont focalisés sur le temps d'animation et pas sur ce qui se passe avant auprès du stagiaire et ce qui va se passer après. Et comme en formation et comme dans beaucoup de domaines, si vous n'utilisez pas ce que vous avez appris immédiatement, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, c'est aussi ça, cet intérêt d'avoir plusieurs modalités parce que derrière, on va pouvoir varier sur les appels à l'attention, certes, mais aussi sur l'ancrage mémoriel. Vous avez une séance en présentiel. Ensuite, je vous envoie un e-learning avec un petit exercice ou un rappel ou un quiz, je ne sais pas, 15 jours après. Plus autre chose derrière, vous devez mettre en application en entreprise et vous êtes suivi par votre tuteur qui va vous dire « Ah bah oui, mais vous venez d'acquérir telle compétence, je prends un truc simple, sur tel logiciel. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place maintenant dans vos projets ?» Ne serait-ce que ce type de retour permet de faciliter l'ancrage. Si on parle de quelque chose à l'instant donné dans une formation, que même d'une compétence à acquérir dans une formation, et dans une formation, c'est pas vraiment une compétence, parce qu'en plus, ce n'est absolument pas mis en œuvre de façon professionnelle en général, et que ensuite c'est pas utilisé, ça sert strictement à rien. Toutefois, la multimodalité va permettre derrière, donc vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, de varier le rythme. Oui, il va y avoir un peu plus d'appel à l'attention, ça c'est certain, et ça va favoriser l'ancrage mémoriel. Ça aussi, c'est très important. Ça peut aussi faciliter les différentes méthodes d'apprentissage que l'on a tous, en tout cas nos zones confort dans l'apprentissage.
Peut-être que certains sont plus à l'aise en visio parce que justement, quelqu'un m'a dit, ça permet de gagner du temps dans son agenda professionnel de caser ça au lieu de me rendre sur place et puis certains vont dire, moi j'aime pas trop le e-learning, etc. J'y arrive moins bien. Ça, effectivement, c'est une question aussi de méthode d'apprentissage. Les avantages également de la multimodalité sont générationnels. En fait, les générations n'apprennent pas de la même façon parce qu'ils n'ont pas appris à apprendre de la même façon en fonction de la génération X, Y ou Z. D'accord? Et que la Z, si vous ne variez pas les rythmes et que vous ne variez pas aussi les modalités, ça va être très très compliqué derrière de pouvoir les intéresser, les motiver, donc derrière qu'ils soient attentifs, qu'il y ait un appel à l'attention assez fort. En tout cas, pour revenir sur ce qui fonctionne et ce que l'on sait, en fait, on sait pédagogiquement, on sait ce qui fonctionne. On a le triangle de l'apprentissage, on le connaît. En fait, il n'y a pas de nouveauté là par rapport à ça. Ce qu'il faut faire en multimodalité, on le sait depuis tellement longtemps que après c'est une question de méthode pédagogique, etc. Mais on le sait. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir du synchrone. J'ai pas dit du présentiel forcément, du synchrone, d'avoir de l'asynchrone. Parce que quand on va voir quelque chose, une notion, etc., là, je vais vous dire beaucoup de choses pendant 2 heures. Derrière, encore une fois, s'il n'y a pas de rappel, si vous ne le revoyez pas, si vous ne pouvez pas les rechercher ou quoi que ce soit, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, il y a de l'asynchrone aussi qui peut être en amont, en aval, pendant, ça y a aucun problème. Et du réel, c'est-à-dire la mise en œuvre professionnelle. Si on ne met pas en œuvre, vous pouvez me faire regarder X recettes de cuisine, d'accord? Si je regarde toutes les recettes de cuisine, que je lis une recette de cuisine, que je regarde un chef faire une recette de cuisine et qu'on me la remet, qu'on me fait un joli petit quiz. Alors, les lasagnes, à votre avis, béchamel, pas béchamel, à votre avis, on met ci, ça. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui sait faire des lasagnes? Absolument pas si j'ai pas essayé, si je n'ai pas pu, alors là, c'est pas de façon professionnelle, mais après, on peut se poser la question. Donc, on imagine qu'il y a une étude de cas aussi. Je suis en formation et qu'on me dit, voilà, regardez, on va faire des lasagnes ensemble, etc., etc. OK. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est capable de travailler en restauration derrière? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La compétence doit être éprouvée en milieu professionnel. Elle doit être éprouvée. En formation, on fait très, très peu d'acquisition de compétences finalement. On acquiert des capacités, mais absolument pas des compétences. Enfin, très rarement. Après, on pourrait se poser la question de l'apprentissage en multimodalité. Je ne rentrerai pas dans ces débats, puisque ça voudrait dire en fait que chacun sait ce que fait l'autre. Et là, grand débat aussi. Donc, vous l'aurez compris, la multimodalité est quand même au centre de tout ça, parce que ça nécessite de penser un programme de formation avec différentes modalités. Et quand c'est en entreprise, ce n'est pas l'affaire de l'autre, c'est l'affaire de tous. Donc, multi-acteurs aussi. Le dernier point sur les avantages que j'aimerais vraiment aussi poser, c'est cette petite pyramide que vous voyez en bas et que je trouve toujours très intéressante. C'est les différents points de vue. En France, sur la formation, il y a 3 grands domaines. Le macro, la vue méso et micro. Macro, c'est quoi? Actuellement, la France reste extrêmement aidée. En tout cas, c'est aidé, conventionné, réglementé par l'État et déployé après dans les régions, France Travail, etc. En tout cas, il y a un environnement macroéconomique qui va légiférer, réglementer et qui va aussi, des fois, d'un point de vue international, pousser un certain nombre de choses. Donc, vous êtes dépendant de cet environnement macroéconomique. On pourra revoir tout à l'heure justement la différence, en tout cas, sur ce qui est pris en charge, pas pris en charge financièrement. En tout cas, ce que la loi dit, depuis le 5 septembre 2018, c'est-à-dire la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est une loi extrêmement conséquente pour laquelle tous les décrets d'application ne sont pas encore tombés, je tiens à vous le dire. Mais ce que la loi dit, c'est que la formation est finançable suivant toutes les modalités, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, puisque ça laisse une liberté pédagogique beaucoup plus importante. Tandis qu'avant, si on devait se faire rembourser quelque chose ou quoi que ce soit, et qu'il y avait du e-learning, et qu'il y avait de la visio, etc., enfin, les Français ont découvert la visio en formation en Covid, donc pendant la crise sanitaire. Donc, il y a cet environnement macroéconomique qui va aussi pousser les choses. Et dans ce macroéconomique, vous avez aussi les parties prenantes, c'est-à-dire ça peut être votre public cible, générationnel, qui va dire, bah non, moi, si j'ai pas des tutos, si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, etc., etc. Donc, il y a cet environnement qui pousse. Ensuite, il y a le côté méso. Le côté méso, c'est vraiment cette vision méso, c'est celle des organismes de formation.
Donc, en tout cas, de tous les acteurs de la formation, mais organismes de formation. C'est ceux qui récupèrent le macro et qui doivent mettre en œuvre auprès de leurs équipes micro, c'est-à-dire ceux qui vont directement être d'un point de vue opérationnel. Donc, si là, les plus de 70 personnes présentes, vous êtes formateur pour une structure, vous êtes au niveau micro, vous dépendez du macro et du méso. À l'inverse, si vous êtes un organisme de formation, vous êtes au niveau méso. Mais comme quoi, votre capacité à agir n'est pas tout à fait la même. Et ça, c'est important dans la multimodalité. Un formateur, s'il est dans un organisme de formation, formateur salarié dans un organisme de formation, c'est normalement l'organisme de formation en fonction de sa structure, etc., qui va décider de la multimodalité. Et le formateur doit mettre en place à travers son séquençage pédagogique, enfin sa séquence. Alors, passons du coup, après ce contexte qui est assez important, j'en conviens, mais qui est absolument nécessaire, je trouve, pour pouvoir reprendre et repositionner les choses et se dire de quoi parle-t-on en fait. Vous savez, on accompagne les régions, on accompagne aussi beaucoup de personnes qui répondent à des candidatures d'appels d'offres, etc. Et la première difficulté en France, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur le vocabulaire ou ce qu'il y a derrière les mots. Quand on lit sur de la digitalisation, de la multimodalité, etc., il est important qu'en postulat, vous puissiez bien écrire « on entend par ». En tout cas, nous, dans le cadre de notre réponse, on entend par, mais même sur un plan de formation, etc. C'est très important d'avoir ce périmètre qui est très français. Je tiens à vous le dire, il n'y a pas ce problème dans les autres pays. La multimodalité est en place depuis X années dans les autres pays. Ça, c'est certain, tout simplement parce que la formation est un business comme un autre, marketé, etc., où forcément, on va aller, quand une entreprise paye pour que ses salariés soient en formation, des budgets assez importants, ce qu'ils vont vouloir, c'est mesurer l'impact de la formation et d'avoir un programme qui leur semble, en tout cas correct ou en tout cas efficace, voire efficient pour leurs apprenants. Alors, en pédagogie aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une modalité qui soit meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une méthode pédagogique qui soit meilleure qu'une autre. D'accord ? On ne dit pas le e-learning c'est génial, faisons tout en serious game, jouons, faisons des jeux, et puis le présentiel c'est nul, la visio c'est pas terrible, etc., etc. Non, tout nous est utile. À partir du moment où on assure une cohérence pédagogique. Et le plus difficile dans la multimodalité, c'est d'assurer la cohérence pédagogique. Après justement donc ce constat et ce périmètre, on va justement parler des différentes étapes pour construire sa multimodalité. Alors là aussi, je vous invite à revenir dans le chat et à écrire si le vocabulaire employé, si je vais un peu trop vite sur les différents éléments de la création d'un dispositif de formation. Alors, pour concevoir et réaliser un dispositif de formation, et là je le dis tout de suite, parce que sinon je sais, et moi-même en l'écrivant, mais je n'avais pas trop le choix, l'évaluation est notée ici, mais vous voyez très bien que c'est un cercle, on n'arrête pas de faire des allers-retours, on parle de l'évaluation finale là, et pas du processus d'évaluation qui est présent dans chacune des phases du dispositif, forcément. Mais si on doit découper quand même la conception d'un dispositif de formation, on va le découper suivant ces différentes étapes qui sont devenues pratiquement des métiers. Alors, encore une fois, je parle d'ingénierie pédagogique pour parler d'ingénierie pédagogique et d'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation étant globale sur la création et l'écriture de compétences et de l'ensemble des titres et diplômes, l'ingénierie pédagogique est plus dans une séance ou une séquence de formation. D'accord ? Normalement, l'ingénierie pédagogique est de la compétence du formateur, l'ingénierie de formation est de la compétence d'une direction pédagogique, d'un ingénieur formation. Je sais qu'en ce moment, tout le monde fait un peu tout, mais il est quand même nécessaire de savoir où ça s'arrête et où les choses commencent parce que à force de tout faire, on peut pas tout faire correctement, c'est impossible. Donc, on a cette première phase qui est une phase d'analyse. Analyse de la demande, certes, mais l'analyse, donc l'évaluation commence ici d'ailleurs, c'est qu'est-ce que je veux faire auprès de qui. Donc là, dans cette phase d'analyse, il y a tout ce qu'on appelle pour nous des contraintes pédagogiques qui peuvent être déposées quand un client vient nous voir et qui nous dit je veux que ce soit du full e-learning. C'est ce qu'on appelle chez nous une contrainte pédagogique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de la modalité. Si on nous dit non, tu dois vraiment être dans ce référentiel et dans ces compétences, c'est une contrainte pédagogique pour avoir un résultat attendu. On fait avec, bien entendu, mais ça en fait partie. C'est quel est le persona, quel est le marché, quelles sont les compétences. On commence à réfléchir à tout ça dans cette analyse. Est-ce qu'on va avoir une des modalités, une des méthodes pédagogiques? Comment ça va se passer?
Et puis, qui va mettre en œuvre la formation? Enfin, c'est vraiment toute cette analyse. Quel va être l'impact de la formation? Grosso modo, vous voulez former, certes, c'est très bien, mais je suis pas magicienne, donc pourquoi faire? Après cette phase d'analyse, on a une phase effectivement d'ingénierie pédagogique dans laquelle on va écrire son persona, c'est-à-dire le public cible de la formation, rédiger l'ensemble des compétences et les relier, de la macro à la plus petite compétence, des macro-compétences, même par bloc de compétences quand c'est un titre et un diplôme, jusqu'à la plus petite, de la granularisation et les contenus. Dans cette phase d'ingénierie pédagogique, c'est là, en troisième étape, que nous allons sélectionner les modalités. On écrit son persona, les compétences, et là, on va sélectionner par compétence là où les modalités. Ça, c'est très important. Et ensuite, on choisira les méthodes pédagogiques et ensuite, seulement ensuite de tout ça, les outils. Donc, c'est là aussi où j'attire votre vigilance. C'est que, à travers mon webinaire, vous n'allez pas avoir quelque chose où je vais vous dire « utilisez tel outil, vous allez voir, c'est magique, on fait de la multimodalité en 2 secondes ». Ça n'existe pas. Je ne suis pas une vendeuse de perlimpinpin, ce n'est pas possible. Les outils, il y en a autant qu'on souhaite utiliser en pédagogie. Un post-it, un Kahoot, un WooClap, etc. C'est pas la question en fait. Soyez au clair avec votre programme de formation, le personnel, les compétences, les modalités, les méthodes, et ensuite pensez peut-être outils. Et l'évaluation, bien entendu, à l'intérieur. Mais je le mets dans les compétences, que déjà quand on écrit correctement une compétence, on a déjà quand même tout un tas de choses sur notre évaluation derrière. Donc cette phase d'ingénierie pédagogique, elle est primordial. C'est ce qu'on appelle l'approche par compétence versus l'approche par domaine ou l'approche outil. Et effectivement, on a toujours l'impression que l'outil, c'est simple, c'est facile, etc. Et c'est sexy quand on nous les présente, mais ça ne fera absolument pas de magie sur les modalités que vous allez employer et ce qui va se passer derrière. Donc, ça nécessite effectivement une méthodologie. Et cette méthodologie, c'est pas moi, Laetitia Fils-Sainte-Marie, qui l'ai inventée dans Let's Mind en se disant waouh. De toute façon, encore une fois, on n'invente rien en formation. Depuis les années 60-70, il s'est pas passé vraiment grand chose, des petites réactualisations, etc., etc. Mais il s'est pas passé grand chose en tout cas là-dessus. Plus en neurosciences, mais pas là-dessus. Donc la méthodologie, c'est celle que j'ai appris il y a fort longtemps, et qui est toujours la même. Et sur cette méthodologie que je vais vous présenter, vous ne pouvez absolument pas louper une étape, en fait. Si vous loupez une étape, et même nous, quand on conçoit, c'est impossible derrière de retomber sur ses pattes et d'avoir la cohérence pédagogique. Alors, quand on a une formation courte en 2 jours et qu'on souhaite faire de la multimodalité, là, on peut un peu bidouiller, etc. Et encore, généralement, le bidouillage en formation, on le reprend à travers la tête. Et c'est surtout qu'on n'aura pas de réflexivité, de retour sur ses propres pratiques et ce que l'on peut améliorer. Toutefois, vous imaginez bien quand on fait des titres et des diplômes en multimodalité, que là, il faut que ce soit un peu cohérent, complètement écrit et rédigé. Et on a un peu perdu aussi cette habitude en formation d'écrire ses objectifs, d'écrire ses compétences, etc. On le fait dans un plan de formation. On a tous les objectifs comme ça. Ensuite, on a tous les contenus comme ça. Et puis ensuite, on va un peu les résultats attendus comme ça. L'évaluation, bon, on va pas trop se prendre la tête, à chaud, à froid, etc. Des petits quiz, même si c'est pas opportun, etc., etc. Donc non, on reprend vraiment les fondamentaux de l'ingénierie pédagogique. On écrit son persona, on écrit ses compétences, on choisit ses modalités par grain pédagogique ou par module et ses méthodes pédagogiques. Et là, vous avez un cadre déjà beaucoup plus simple pour vos formateurs. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, bien entendu. Et les outils qu'on utilise pour arriver à ça. On peut très bien le faire avec un papier et un crayon. Donc cette phase d'ingénierie pédagogique, elle est assez importante parce que quand on est ingénieur pédagogique, ingénieur formation, ensuite on a des concepteurs pédagogiques qui vont rédiger en fait. Un ingénieur pédagogique, en fait, il faut vraiment comprendre que cette phase de conception d'un dispositif de formation en multimodalité, en fait, c'est toujours en multimodalité. Encore une fois, pour nous, être sur une seule modalité, c'est une contrainte pédagogique, voire une aberration des fois. Mais on est toujours en multimodalité quand on est ingénieur formation. C'est pas faire autrement, en fait. Il faut bien imaginer que concevoir un dispositif de formation, c'est exactement comme si vous souhaitez construire une maison. D'accord? Donc, vous allez analyser votre demande. La demande, c'est quoi? Est-ce que je veux un appart? Je veux une maison? Je veux combien de chambres? On est combien? Combien on sera dans le futur? En moins ou en plus? Et est-ce que je veux du terrain? Est-ce que je veux du... Voilà, c'est votre cahier des charges. Donc, normalement, vous savez à peu près ce que vous voulez. Et c'est le budget aussi,
D'accord? On n'a pas la même chose à 100 000 qu'à 1 million. Donc ça, c'est cette première phase. La deuxième phase, l'ingénieur pédagogique, dans notre cas, c'est l'architecte. Celui qui va faire les plans, celui qui va aussi coordonner l'ensemble du projet et qui va s'assurer de la cohérence pédagogique. D'accord? C'est votre archi. Le concepteur pédagogique, c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui va coordonner ensuite la production pédagogique, c'est-à-dire tous les artisans. Encore une fois, on ne peut pas tout faire. J'entends des formateurs qui sont épuisés parce qu'ils doivent faire de la conception, de la production, ils font des voix off, ils font des vidéos, ils font des visuels, ils animent en même temps, etc. Mais non, un carreleur, c'est un carreleur, un plombier, c'est un plombier, un chauffagiste, c'est un chauffagiste. Est-ce que vous allez confier votre toiture au carreleur? Non. Et ben là, c'est pareil. Dans nos métiers, on peut des fois faire, quand on fait à peu près tout, c'est qu'on fait rien de bien. C'est toujours pareil. C'est la même chose. C'est comme si vous avez un chef cuisinier qui vous dit, attendez, moi, aucun problème, je vous fais toutes les recettes du monde, quoi. Est-ce que vous allez avoir confiance? Non, si vous dites, moi, je suis spécialisée, nous, c'est l'Italie, parce que vous comprenez, etc., etc. C'est la même chose, en fait, dans notre métier, véritablement. Alors ça, c'est historique, hein. Pourquoi les formateurs, leur métier a glissé? C'est pas du tout de leur faute, hein, mais je suis pas du tout dans le jugement, dans la faute de quoi que ce soit, mais c'est le cas, en fait, véritablement. C'est que le métier des formateurs a complètement glissé, étant donné qu'on faisait que du présentiel parce qu'on était payé que pour le présentiel jusqu'à la loi de 2018 et sa mise en œuvre 2020-2021. Et encore maintenant, tout n'est pas encore tout à fait au point. Vu qu'on faisait que du présentiel, les formateurs, quand ils devaient repenser une formation, ils se mettaient directement sur un PowerPoint. Donc et puis tout le temps qu'ils avaient de conception, on leur a dit ce serait bien là que tu sois référent pour telle promo. Est-ce que tu peux aller me coordonner ça? Est-ce que tu peux faire les plannings? Est-ce que tu peux créer un support? Donc ils ont plus de temps de conception pédagogique. Donc cette conception pédagogique, il y a des métiers de concepteurs pédagogiques. Là aussi, on pourrait parler des définitions et des métiers, mais en tout cas, il y a des métiers de concepteurs pédagogiques dont le métier est d'écrire les formations, très simplement, d'écrire les contenus, etc. Et pas de les écrire sur un PowerPoint. Une formation, un PowerPoint, c'est un outil. L'outil, c'est pas tout de suite, c'est après. En tout cas, de tout écrire dans un fichier de conception pédagogique pour permettre l'archivage et surtout pour permettre le fait de retrouver tout ce qu'on a retrouvé, nos grains pédagogiques, et d'éviter de les réécrire si on a une autre formation. Donc, et qu'elle soit formation continue ou formation initiale. Si j'ai un CAP pâtissier et que j'ai X modules en pâtisserie, X grains en pâtisserie, et que j'ai un CAP cuisine ou que j'ai de la formation continue, ça va être beaucoup plus facile pour moi de reproduire une formation. Donc, il y a cette conception pédagogique. Et une fois qu'on a cette conception pédagogique qui est faite, on produit les contenus. Produire les contenus, c'est là on arrive sur les outils. Ah, mais j'ai besoin d'une vidéo. Ah, mais j'ai besoin d'une voix off. Ah, mais j'ai besoin d'un PowerPoint. Ah, je vais faire un petit caout en visio. Là, ok, on produit. Mais je tiens à vous rassurer, moi, je produis zéro de mes outils. Même le PowerPoint que vous voyez là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi. J'ai un graphiste qui va faire les PowerPoints, chacun son métier. Si je vous fais mon PowerPoint à moi, vous allez faire « Ah, mon Dieu, c'est quoi ce PowerPoint ?» Non, donc chacun a son métier directement et chacun va pouvoir justement produire. Et le concepteur pédagogique, c'est le maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, son référent, c'est l'ingénieur pédagogique. Donc, quand on produit un support, soit un PowerPoint ou quoi que ce soit, forcément, l'ingénieur pédagogique et le concepteur ont accès à tout ce que les formateurs produisent pour assurer la cohérence pédagogique là où vous commencez, là où vous finissez. Est-ce que vous avez respecté la méthode pédagogique? Est-ce que vous êtes dans la bonne modalité? Et également. Ensuite, on intègre et on anime. On intègre dans un LMS ou autre. Le parcours de formation, il doit être lisible pour votre apprenant, donc il doit être sur quelque chose. Maintenant, actuellement, sur des LMS, des Learning Management Systems, des environnements pédagogiques digitaux, ou bien ce qu'on appelle des TMS ou des ERP formation, c'est-à-dire votre environnement administratif de la formation, qui va permettre à l'apprenant ou au formateur d'avoir un extranet et d'avoir l'ensemble de son parcours suivant les modalités. Parce que là aussi, il est important d'avoir un parcours de formation en multimodalité. Un e-learning n'est pas en accès non-stop. Vous avez déjà suivi des MOOC, j'imagine. On vous a déjà dit, tiens, on te met en place un petit e-learning, tu le suivras quand tu veux. Vous le suivez quand? Jamais. Et le distanciel asynchrone doit être tutoré, accompagné. Et quand on me dit le formateur n'a plus sa place en formation, non, c'est le formateur actuellement retrouve sa véritable posture en formation. Il est là pour
accompagner les apprentissages. Donc ça, on parle très peu de l'ingénierie tutorale en France, ce qui est un grand dommage, mais c'est vraiment le cas. On doit accompagner les choses. Alors, Déborah, je vois votre question. Est-ce que vous pouvez juste un peu expliquer, parce que ce que je pense des formateurs indépendants, que du bien, je vais vous dire, de tous les formateurs, quel que soit leur statut, mais dans quel cadre? Donc, on a cette partie, je continue et je vais revenir, Déborah, vous inquiétez pas. On a cette partie intégration et animation. Et là, je parle d'évaluation en fin de formation parce que c'est l'évaluation de l'impact de la formation en lien avec l'analyse des besoins qui est rarement fait. Mais il va de soi que la formation, l'évaluation, c'est un processus qui est présent dans l'ensemble de la formation dès le départ dans l'analyse, dans l'ingénierie pédagogique, dans le positionnement, etc., etc. Mais Jonathan vous en parlera. Là, je parle vraiment de l'évaluation des compétences. Et l'évaluation des compétences en français, jamais fait. Bon, jamais, je suis pas super gentille, peut-être 10% de fait. D'accord? Vraiment aller évaluer l'acquisition des compétences. Est-ce que vous êtes en brigade? Vous êtes en train de faire des lasagnes? Est-ce que les lasagnes sont OK? Que peut dire votre chef? Comment ça se passe? Etc., etc. Alors, Stéphane, on peut parler de la taille des structures. Nous, je vais revenir sur l'IA, Cyril. Formateur indépendant, forcément, on a toutes les casquettes, mais là, je vais vous dire, vous avez toutes les casquettes de l'entrepreneuriat. Un formateur indépendant, c'est son propre chef d'entreprise qui doit à peu près tout faire. Après, c'est à vous aussi de savoir si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes formateur indépendant, vous avez des savoir-faire du coup spécifiques. Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez vendre. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez vendre que de l'animation, vous pouvez vendre de la conception. Mais si on vous dit, tu dois faire ça, 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 j'avais la discussion hier avec une collègue, tu dois faire ça, 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 plus les ressources, et plus ça, et tu peux me faire un e-learning, et tu peux me faire des voix off pour le même prix, ça peut pas fonctionner. À l'inverse, Stéphane, pour tout vous dire, dans les grosses structures, ils ont leurs problématiques, et tous ne sont pas capables de passer en multimodalité. Parce que ça nécessite, là, pour le coup, de créer un département de digitalisation de ce genre de choses. Et ça nécessite de revoir l'entièreté du business model et des formations. Donc, c'est vraiment assez long à faire et on va reparler. La part de l'IA dans tout ça, alors on parle de l'IA, on peut parler de l'IA en text-to-speech, text-to-image ou quoi que ce soit. Je suis assez, on est formés, nous, à l'IA. On a suivi pas mal de formations, etc., certifiantes d'ailleurs. Avec l'excellente Lucie Dorn et attention à l'IA. Alors ça, attention à l'IA. L'IA, c'est de l'agrégation de contenu, hein, c'est des IA génératives, donc on n'invente rien déjà. Et si vous ne savez pas ce que vous lui posez comme question, vous n'aurez que des retours très limité par rapport à ça. Donc, il est vrai qu'il y a des formations en IA pour créer soi-même sa conception pédagogique, ses plans de formation, etc. Je vois beaucoup de choses qui sont ni fait ni à faire et que généralement, on va un peu plus vite à la main. Toutefois, quand on ne sait pas écrire des compétences, quand on ne sait pas quelle taxonomie utiliser, etc., qui va devenir probablement aussi un enjeu dans Calliope très prochainement, ça peut aider de demander à ChatGPT, bonjour, je suis ingénieur pédagogique, je souhaite écrire une formation qui fait ça, 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 est-ce que tu peux m'aider en écrivant des objectifs pédagogiques et des compétences suivant la taxonomie de Bloom? Ok, mais derrière, ma vraie question, c'est vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Comment vous évaluez? Quelles sont les activités que vous rattachez? Comment vous choisissez les modalités? Comment vous allez choisir votre méthode pédagogique? L'IA, elle ne fera pas pour vous. Hein. Donc, l'IA, c'est une aide, d'accord? C'est une aide, comme si j'appelle quelqu'un ou quoi que ce soit, et encore, mais c'est une aide, mais ça ne fait pas un programme de formation, ni de la conception pédagogique, ni l'écriture des contenus de formation. Et on voit pas mal. Et déjà, en plus, il faut savoir prompter. Donc, c'est des compétences supplémentaires. Donc voilà, Déborah, écoutez, les formateurs indépendants, ça dépend si vous êtes vraiment formateur indépendant, auto-entrepreneur, vous avez toutes les casquettes, donc c'est compliqué. Je suis passée par là pendant quelques années aussi, donc je sais ce que c'est. Je vous conseille juste de focaliser parce qu'on peut pas tout faire en fait. On ne peut vraiment pas tout faire. Donc restez sur vos points forts, développez-les et vendez-les. Et tout ce qui est plus compliqué pour vous, moi c'est le graphisme, eh bien c'est les premiers postes que j'ai pris ou que j'ai sous-traités directement.
Alors, vous voyez pas très bien peut-être, mais je vais essayer je sais pas si on peut zoomer. Ah oui. Est-ce que c'est... Non, j'ai zoomé sur mon ordi, mais pas... Alors peut-être que vous pouvez zoomer. Euh, je voulais vous exposer à travers cette slide l'écriture de compétences. Alors bien sûr, là, attention, hein, c'est très schématisé, il en manque plein. C'est vraiment un exemple avec la multimodalité. Donc si je prends cet exemple j'aime bien prendre des exemples en cuisine, non seulement parce que j'adore manger, c'est certain, mais je trouve que ça parle un peu à tout le monde aussi. Si c'est votre compétence majeure, c'est élaborer un gâteau aux 3 chocolats à la façon de Cyril Lignac en brigade dans un restaurant. D'accord. Donc vous allez ensuite écrire vos modules et vos grains pédagogiques. Le grain pédagogique, c'est ce que vous voyez. On décide où est son grain pédagogique puisqu'il doit être transférable et détachable. C'est vraiment l'objectif. Sinon, on perdrait beaucoup de temps et on referait à chaque fois les choses. Donc là, pour moi, les grains pédagogiques, c'est la dernière ligne avant les contenus. Donc c'est identifier les techniques de transformation du chocolat, par exemple. Mais donc, pour élaborer un gâteau au chocolat, j'ai 2 compétences qui sont rattachées. C'est largement insuffisant, certes, mais c'est l'exemple. Appliquer les techniques de fonte de chocolat et j'ai mis quoi? Réaliser une pâte à gâteau suivant la recette de Cyril Lignac. OK, par exemple. On va dire que ce sont ces compétences-là. Je peux très bien, du coup, décider des modalités que j'ai derrière par approche, par compétence, et de me dire que identifier les techniques de transformation du chocolat au bain-marie, au micro-ondes, à la casserole, on va le faire en présentiel. Que distinguer les différents types de chocolat avec peut-être un peu d'histoire, etc. Ça, ils n'ont pas besoin d'un formateur. Enfin, je me dis, mais quel est mon apport? Quel est mon apport pour leur dire, voilà, tous les chocolats qui existent, vous connaissez l'origine du chocolat? Le chocolat provient de... Mais aucun intérêt à ma présence en tant que formatrice, hein, je vous le dis. E-learning. Alors le e-learning aussi, parce qu'on peut faire du e-learning qui soit pas chiant, hein, je tiens à vous le dire. On peut faire des e-learning super sympas, on peut faire des jeux, on peut faire tout un tas de choses. Et enfin, réaliser une pâte à gâteau, on peut très bien faire une classe virtuelle où chacun va faire les choses, etc. Voilà, par exemple, une formation en multimodalité. Mais si là, vous avez 3 ou 4 formateurs, il y a intérêt aussi à écrire votre conception pédagogique pour que ce soit OK derrière. Et généralement, la conception pédagogique, on l'écrit quant à elle, je vais vous en parler juste derrière, mais en fichier de conception pédagogique sous Excel. Parce que chaque onglet, ça nous permet d'aller voir chaque onglet. Chaque onglet a une ou des modalités que l'on peut envoyer à un formateur pour qu'il écrive son séquençage à l'intérieur et son déroulé, etc. On peut lui envoyer la totalité aussi si on le souhaite, pour lui montrer où il commence, où il finit et ce que font les autres également. Donc chacun est libre par rapport à ça. Mais on n'écrit rien sous Word. On écrit sous Word quand les commanditaires nous demandent du Word. On n'écrit jamais sous Word en tant qu'ingénieur formation. Pourquoi? Parce que le cerveau ne sait pas scroller. Mon cerveau, si j'ai mes objectifs pédagogiques en page 1, 1 et les contenus en page 4, je sais pas faire le lien, je sais pas retenir. Hein. Je vais tout m'imprimer, me mettre ça sur 2 écrans, essayer de faire les liens. Donc on est sur Excel parce qu'on va directement aller d'un fichier à l'autre, voire d'une modalité à l'autre. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'écriture de vos compétences. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'écriture de compétences. Ça s'apprend. Hein, ça s'apprend. Et une compétence, donc là aussi, hein, c'est un concept, ce n'est pas une définition de la compétence. Donc, vous allez entendre X définition de la compétence. Mais on est quand même d'accord en France maintenant, depuis, ça a pris du temps. Mais la compétence, c'est un ensemble, une combinaison de savoir, savoir-faire et savoir-être, avec un degré de performance mise en œuvre en situation professionnelle. Ça, c'est de la compétence. On ne détache pas les savoirs des savoir-faire, des savoir-être. Donc ça, c'est extrêmement important sur l'écriture des compétences. Et pour écrire une compétence, on utilise, en général, il y a d'autres taxonomies, mais la taxonomie de Bloom de 1956, qui permet d'avoir le degré de performance et d'avoir les différents niveaux et de se dire, quand on est dans de l'applicatif, il faut faire aussi de la compréhension, de la connaissance pour pas perdre notre stagiaire. C'est vraiment ça. Mais ça, je ne peux pas tout vous expliquer en si peu de temps. Je vous conseille, si vous voulez, je peux vous donner des recommandations d'ouvrages. L'écriture de la compétence est quand même fondamentale parce que sans compétence, on ne peut pas mesurer l'impact de la formation, en fait. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que si votre compétence, elle doit être objective, mesurable et évaluable. Si votre compétence est subjective, ça veut dire qu'en fonction du formateur, je peux avoir des approches complètement différentes, voire être recalé.
parce que lui aura compris quelque chose derrière et des attentes spécifiques, et d'autres en auront compris d'autres. Et croyez-moi, malheureusement, tout le monde n'écrit pas des grilles de compétences avec des modalités de compétences. Le nombre de fois où je vois des quiz pour valider de l'applicatif, encore une fois, si je vous dis c'est élaborer un gâteau au chocolat, je le mesure comment? Comment je l'évalue? Par quiz? Et je vous dis c'est bon, vous êtes compétent à réaliser un gâteau au chocolat? Non, ça peut pas marcher. Donc des fois vraiment, on marche vraiment sur la tête là-dessus. Donc le fait de tout écrire, et si vous écrivez des compétences suivant une taxonomie, bah là c'est assez simple de savoir comment je vais l'évaluer derrière. Est-ce que je peux remettre au stagiaire aussi? Est-ce que je peux partager avec son manager ou autre? Donc la compétence, c'est vraiment la clé de tout. On parle d'approche par compétence, mais depuis extrêmement longtemps. Sauf que la formation professionnelle en France, c'est un glissement de l'enseignement. Donc, on est resté sur des domaines et des matières pendant X temps. Mais on est vraiment par approche par compétence que l'objectif de la formation continue professionnelle est la mise en œuvre en milieu professionnel. Donc, une fois qu'on a écrit ces compétences, avant ou après, en fait, l'ordre a peu d'importance que, comme je vous l'ai dit, c'est circulaire, donc on n'arrête pas de faire des allers-retours. Ça peut paraître extrêmement fatigant. C'est ce que je trouve le plus enrichissant dans notre métier. C'est qu'il n'y a pas une journée sans qu'on se confronte à nos propres idées ou à ce qu'on a mis et à tous nos biais qui vont derrière. Donc, voilà. Je vous conseille aussi d'écrire vos compétences par mapping, à la main, sur les fenêtres avec des crayons ou sur un logiciel de mapping. Comme ça, vous pouvez bouger, reposer les choses, revenir derrière et choisir à la fin vos modalités. Alors là, j'ai mis un petit code couleur pour les modalités parce que c'est quand même très sympa d'avoir un code couleur pour choisir ses modalités. On peut aussi noter ces méthodes pédagogiques, voire des activités aussi à l'intérieur pour commencer à structurer les choses. Alors, oui Stéphane, il faut faire un maximum de mise en situation professionnelle directement applicable en entreprise, école et au métier, oui, mais vous n'empêcherez pas le fait que la compétence s'éprouve quand même en milieu professionnel, même si vous en faites plein. Je vous cite 2 exemples et je pense que vous serez d'accord. Je peux exercer tout le monde en technique de recherche d'emploi, la simulation d'entretien. Il n'y a aucun souci. Toutefois, quand la personne va vraiment passer un entretien dans la vie réelle, et elle va voir d'autres choses, la gestion de son stress et d'autres choses, bien sûr, il faut qu'elle soit super préparée pour que ce soit transférable en partie, mais en tout cas applicable d'une certaine façon. Mais toutefois, la compétence est vraiment éprouvée en milieu professionnel. Si je suis pilote d'avion et que je suis entraînée que sur simulateur, est-ce que vous me laisserez aux commandes d'un Boeing, encore moins, avec des passagers derrière? Donc c'est vraiment ça. On essaye de faire autant de situations professionnelles bien sûr que possible, le plus près possible. Toutefois, c'est comme Thomas Pesquet, il passe sa vie à s'entraîner. Donc à être en capacité, les compétences, c'est quand il est sur la station spatiale. Donc c'est vraiment important cette histoire de compétences. En France, on a généralisé la compétence pour parler de compétences en formation. C'est très rare. C'est très très rare d'avoir des compétences en formation et qu'elles soient mesurées. Oui, la période de stage en entreprise est là pour ça aussi, mais vous comme moi, on a tous, j'imagine, vécu en tant que stagiaire ou en tant qu'entreprise, etc., reçu des tuteurs ou autres qui faisaient justement qui nous demandaient si ça allait bien. On n'est pas sur la compétence. Mais je laisse Jonathan en parler. Vous allez voir que l'approche qu'il propose permet effectivement de l'avoir également. Thierry, si j'évoque la FES quand je parle de réel, les actions de formation en situation de travail, donc dans la modalité du réel, c'est-à-dire la mise en œuvre professionnelle, forcément, il y a les actions de formation en situation de travail. Il y a la FES, l'alternance, l'apprentissage, les stages. Mais bien sûr que la FES, pour moi, alors, pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen d'acquérir des compétences. Hein. La FES a des avantages, des inconvénients, comme toute modalité. Ce qui est, encore une fois, en tant qu'ingénieur formation, je ne peux que prôner la multimodalité. D'accord? Et pas être focus sur une seule modalité. La FES ne m'empêche absolument pas d'avoir une modalité en distanciel synchrone ou asynchrone. Donc, c'est ça aussi. C'est ça qui est intéressant, en tout cas, quand je suis là-dessus, parce que j'ai peut-être vouloir échanger à un autre moment, peut-être revoir des concepts, etc. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, j'ai parlé du personnage, je ne sais pas si c'est très clair, mais dans notre deuxième point, effectivement, une fois qu'on a écrit les compétences, avant ou après, hein, ça peut être avant d'écrire les compétences ou après d'avoir écrit les compétences, ça dépend aussi si on a un référentiel, un titre, un module, etc. pour choisir ses modalités, avoir son approche par multimodalité, on a le persona.
Donc le persona, c'est quoi? Alors ça vient du marketing, hein, ça, je vous le dis. Mais oui, ça vient du marketing parce qu'on a souvent vu des publics cibles écrits. Alors maintenant, Calliope oblige, public cible et prérequis, mais enfin on voit aussi de tout encore. Hein, toute personne qui c'est très très large. Et un persona en formation, on ne sait pas nous créer des formations si on n'a pas de persona. La formation, la séquence de formation, il n'y a pas d'hétérogénéité en formation en fait. L'hétérogénéité est subie. D'accord? Mais ça n'existe pas d'hétérogénéité en conception pédagogique, en ingénierie et conception pédagogique. Alors, peut-être que je vais vous froisser en vous disant ça, en vous disant, ben non, il n'y a pas d'hétérogénéité. On demande au formateur d'ajuster, il va faire des mini-ateliers, mais il n'y a pas d'hétérogénéité des publics dans la formation, c'est pas vrai. Ça peut être voulu sur une séquence, une activité de mélanger les publics, mais sur un parcours de formation, non, il n'y a pas vraiment d'hétérogénéité. En tout cas, on écrit une formation pour un public ciblé et extrêmement ciblé, qui a des prérequis, qui a des attentes, qui a des besoins, qui a des freins, des leviers motivationnels, et c'est pour ces personnes que l'on va écrire. Je vous cite un exemple. Très important, justement. Dans le cadre de la multimodalité aussi. Par exemple, si j'ai une formation qui s'appelle élaborer un CV, d'accord? Élaborer un CV en technique de recherche d'emploi, je dois le voir 300 fois à peu près, sur élaborer un CV, et puis on me dit non, c'est tout public. Alors chez nous, c'est tout public. Généralement, c'est une énorme contrainte pédagogique. Hein. C'est tout public, donc je vais avoir quoi? Et ça m'est déjà arrivé en formation. Je vais avoir peut-être des jeunes de 15-16 ans qui recherchent leur première alternance ou apprentissage. Je vais avoir des jeunes sortis d'école ou de diplôme. Je peux avoir des personnes en reconversion professionnelle 30-40 ans et je peux avoir des seniors, voilà, par exemple. Hein. Quel que soit le domaine d'activité. Est-ce que je vais leur faire la même chose sur ma séquence élaborer un CV? Est-ce que je vais leur parler de la même façon? Est-ce que je vais avoir les mêmes supports, les mêmes activités pour un même objectif? La compétence est identique, on est d'accord. Élaborer un CV, c'est la même pour tout le monde. Est-ce que si je passe en e-learning, je vais avoir exactement la même chose? Est-ce que si je suis formateur, je ne vais pas arrêter de dire, alors pour les seniors, on va être plutôt sur, alors pour voilà, on va plutôt focaliser sur, etc., etc. Et pour un jeune, je vais lui dire la même chose, je vais lui parler compétences. Je vais focaliser sur les centres d'intérêt, sur la présentation, sur d'autres choses. Non, c'est pas du tout la même chose. La ligne éditoriale, la façon de s'adresser à la personne ne sera pas la même. Le vocabulaire employé ne sera pas la même. Le résultat attendu dans les moindres détails ne sera pas le même. Donc c'est ça qui est intéressant dans son persona. Le persona, c'est que vous allez le relier aux compétences. Et que vous allez faire des choix, c'est ce qui va vous permettre, persona et compétences, c'est ce qui va vous permettre de choisir vos modalités. Pourquoi? Parce que former, c'est permettre à des stagiaires identifiés, c'est-à-dire un persona, d'acquérir des compétences identifiées. Et d'avoir à l'intérieur la meilleure solution pédagogique. En tout cas, c'est toujours un pari, hein. C'est un parti pris pédagogique de choisir une modalité. Toutefois, on essaye de s'appuyer sur un certain nombre de choses. Et ces choses viennent du persona et des compétences à acquérir. Si j'ai un public en formation, dans mon persona, qui est très éloigné de l'emploi et de la formation, est-ce que je vais le mettre en e-learning, en distanciel asynchrone? Est-ce que je vais commencer par ça? Mais même dans le choix de mes méthodes pédagogiques, est-ce que je vais lui faire une pédagogie par expérience, par essai-erreur? Voilà, je vais choisir ma modalité, mes méthodes, etc. en fonction de mon persona et des compétences à acquérir. Et puis aussi, des fois, en fonction de contraintes pédagogiques. Si on me dit, tu as tant de temps, ou si tu dois privilégier telle modalité, forcément, ça fera partie de ça. Donc, certains publics on ne privilégie pas tout de suite du tout le distanciel asynchrone. Ça va venir progressivement. Peut-être. Ou le distanciel synchrone. À l'inverse, pour certains, parce qu'on met toujours le présentiel en France comme la meilleure modalité, il n'y a pas de meilleure modalité, encore une fois, ou encore sur le présentiel, parce que c'est génial, moi je les vois en tant que formateur, je peux interagir, oui, mais en fait, ça c'est un biais du formateur. Ce qui m'intéresse, c'est le stagiaire, c'est pas le formateur. C'est ce que ça apporte au stagiaire. Je vais vous citer un exemple avec lequel on a travaillé il y a quelques années chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Avant la crise sanitaire, on est appelé par les compagnons, par l'association nationale des Compagnons du Devoir et du Tour de France, qui
pense justement que les modalités, la prise en charge des formations chez les CAP va changer et souhaitent repenser leur formation parce qu'ils sont éloignés de leurs valeurs et de leur histoire. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent que, en tout cas en 2018, qu'il y a plus de compagnonnage véritablement, que les stagiaires leurs apprenants sont assis en CFA. Il y a effectivement, ils sont en alternance en entreprise, mais qu'il n'y a pas forcément un suivi, qu'il y a un suivi au minimum réglementaire, mais finalement pas tant que ça, qu'ils ont quand même la chance que les jeunes soient en maison de compagnons le soir, etc. Toutefois, ils ont perdu vraiment leur expérience utilisateur, leur culture de formation, etc. Et ils partent du principe qu'ils doivent repenser leur CAP. Alors, pas pour les jeunes de 15-16 ans, parce que eux, ça va être difficile de les passer suivant d'autres modalités tout de suite. Il faut déjà instaurer un climat, un cadre de confiance, ce que disait Cor sur l'environnement d'apprentissage, qui est extrêmement important et dont on parle peu finalement. Mais pour tout ce qu'on appelle les post-bac, c'est-à-dire les prépa métiers, les CAP en un an. Vous savez que si vous avez un diplôme supérieur ou égal à un CAP et que vous voulez faire un CAP dans là, demain, vous voulez être bijoutier, vous avez un diplôme supérieur égal au bijoutier, vous allez faire que les matières techniques et professionnelles. Absolument pas, bien sûr, l'histoire, le français, etc., qui est considéré comme équivalent acquis. Donc, c'est pour ces bacs, ces post-bac, faire un CAP en un an. Ils se disent, si on fait un CAP en un an et que... comment on va faire? Donc, on a repensé avec eux leur formation. On a fait, nous, les métalliers et les menuisiers. Et puis ils avaient des problèmes, ils se disaient donc ça peut-être Thierry, c'est pas vraiment la fesse, ça c'est plutôt l'alternance et l'apprentissage. Mais la vraie problématique, ils se disaient en fait non, c'est pas du tout ce qu'ils font en entreprise, qu'on soit très clair. Ça se tombe en menuiserie, on est en train d'apprendre le premier module, c'est la pose des fenêtres, la pose de la cuisine. Et puis ça se tombe, eux dans leur boîte, ils posent des portes. À nous les portes, on va les voir en fin d'année, c'est dommage. Donc, vous voyez, on a souvent ça quand même. Donc, ils ont dit non, il faut revoir les choses. Donc, comment on va faire pour revoir les choses? On va réfléchir à la multimodalité. Ils avaient d'autres problématiques, plus de place dans les CFA tellement c'est plein. Enfin, bien sûr, il n'y a pas que cette volonté-là, comme tout le monde. La formation est économique, c'est un business model. Il faut quand même aligner les chiffres et voir ce qui reste derrière. Ça, c'est certain. Donc, en tout cas, ils se donnent les moyens. Et puis, à l'époque, il y a aussi, et c'est encore le cas des fois également, il peut y avoir des aides pour le faire. Ils disent qu'est-ce qu'on fait? Donc, on les accompagne là-dessus et on travaille avec eux pour avoir un programme de formation en un an où on garde 6 semaines en présentiel. Les 3 premières semaines quand les personnes arrivent, parce qu'il faut faire, il y a tous les modules de culture déjà. Culture formation, quel que soit l'organisme de formation, l'appartenance à l'organisme de formation, à votre promotion, au groupe, tous ces niveaux-là. Il y a toute la sécurité, l'équipement, la sécurité aussi dans les métiers des compagnons. Et puis, ils gardent aussi une semaine en fin d'année de préparation au CAP. Et le reste du temps, il est consacré à quoi? La formation est à 100% digitalisée. Donc, tous les gestes techniques, on va les digitaliser, on va faire des vidéos. On part dans des maisons de compagnons, ferronniers, métalliers, vous savez, taper sur du métal. Donc, on filme, on fait des vidéos, des capsules, tout un tas de choses, etc. Toute la formation est digitalisée. Et en fait, le formateur change complètement de posture. Il n'est plus en CFA. Il va une fois par mois, voire pendant minimum une journée. Il a une cohorte de stagiaires à suivre et il est sur le terrain. Donc, c'est la feste avant la feste, mais ça existait déjà avant sans que ça s'appelle la feste. Et effectivement, il est sur le terrain pour faire de la médiation, guider les apprentissages en entreprise auprès du jeune qui l'accompagne. Donc, ça renforce le lien avec les entreprises, bien entendu. Au lieu de dire, nous, on vous voit qu'en début, en fin de contrat. Ça renforce le lien avec l'entreprise. On est au plus près, donc, sur l'amélioration des programmes. Vous imaginez bien que les remontées sont directes. Finalement aussi sur les évolutions de marché, etc. Et que derrière, la personne, elle est en situation de travail, elle a une problématique, elle a forcément, parce qu'il y a une grosse ingénierie tutorale sur laquelle on a travaillé aussi auprès des structures, des entreprises, et puis il y a le formateur qui est là, tant pour accompagner l'entreprise, où derrière, des fois, il y a signature d'autres contrats d'alternance, certes, mais de formation continue derrière, et la personne. Et ça cartonne, ça marche très très bien. Et toute la formation est en e-learning. Mais attention, c'est du distanciel asynchrone, certes,
mais suivi par un formateur et tutoré, avec des rendus, avec de la réflexivité sur les pratiques, etc., etc. Donc, un projet extrêmement intéressant, mais vous voyez qu'il peut vraiment entraîner de la multimodalité. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas les compagnons? Oui, certes. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer à l'infini, en fait. Donc, c'est assez intéressant de repenser sa formation en lien avec le persona et les compétences à acquérir. Ça aurait été un persona dans notre cas de CAP, d'entrée en CAP de jeunes de 15 ans, impossible d'avoir le même programme de formation suivant les mêmes modalités. Pourquoi? Parce qu'on a un cadre de la formation vraiment à appuyer chez les jeunes. Donc ça, forcément, en fonction de vos compétences, donc en fonction du persona et des compétences qu'il faut écrire, vous serez déjà guidé sur vos choix de modalités, s'ils ne sont pas imposés. D'accord? Alors pour l'instant, la modalité, si j'ai pas encore eu la question combien ça coûte, mais la modalité, sachez aussi que ça dépend de ce que vous allez faire à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt les outils, les activités. Mais choisir une modalité, jusque-là, ça ne coûte rien. Alors en fait, cet intérêt, c'est que ça permet quand même de garantir la cohérence pédagogique. C'est le plus difficile en multimodalité et multi-acteur. Je veux dire multimodalité, mais multi-acteur. D'accord? C'est de garantir la cohérence pédagogique. Parce que en général, les formateurs me posent aussi la question, oui, mais alors là, j'ai mis du distanciel asynchrone et personne ne l'a suivi. Donc, quand je suis arrivée derrière en présentiel, j'ai dû tout refaire, mon programme, ça n'a pas du tout été le même, etc. Alors, ça, c'est un des principes en andragogie, c'est que chaque personne est responsable de son apprentissage. Si la personne, vous l'avez informée dès le départ, vous lui avez dit que le e-learning fait partie du processus de formation, que c'est l'acquisition des compétences et c'est un prérequis pour aller après sur du synchrone et que ça n'a pas été fait, c'est pas votre problème. Hein. C'est du problème de l'apprenant. Donc, notre métier, c'est de mettre des conditions favorables à l'apprentissage, toutes les conditions favorables à l'apprentissage. On ne fait pas à la place de quelqu'un. On ne peut pas acquérir les compétences pour quelqu'un. Mais en tout cas, c'est de garantir la cohérence pédagogique. En multimodalité, si j'ai 15 formateurs au minimum sur un diplôme ou sur un titre long, il va falloir effectivement que je fonctionne par conception pédagogique, par onglet, par Excel, ce que je vous présenterai juste derrière. Ça nécessite aussi, bien sûr, et ça je vous l'ai dit, et je pense que vous l'avez compris, d'être en lien avec les compétences et le persona. Généralement, je vois beaucoup de choix de multimodalité qui est fait dès le départ. Anne-Fille Sainte-Marie, vous nous passez toutes les personnes là, hein, directement dès la rentrée prochaine. Tout le monde commence par du e-learning. Ouais, très bien. Sur quoi? Pourquoi faire? C'est quoi l'objectif? C'est pas, on baisse pas forcément le volume, hein, le volume ni de travail, ça c'est certain, et ça c'est voilà, ni d'animation des fois, ni en fait d'apprentissage au sens large, hein, ça c'est certain. Les volumes doivent être calculés aussi en termes de durée. Hein, la formation synchrone, on a l'habitude de noter le présentiel, il faut noter tout ce qui est asynchrone aussi. Donc c'est absolument nécessaire d'accompagner l'ensemble des parties prenantes, et ça change tout le business model, hein, du service administratif, de la coordination, des plannings, etc., etc. Intégrer des outils de diffusion si nécessaire. Encore une fois, les outils de diffusion, donc ça peut être un LMS, hein, c'est comment je diffuse mon e-learning, etc. Si nécessaire, encore une fois, ça dépend si on veut une remontée des données, comment on voit les choses, etc. Concevoir en co-construction, ça nécessite de concevoir avec X formateurs, en fonction aussi des choix qui sont faits, ou des experts métiers. Et puis, vous l'avez compris, de valider la cohérence pédagogique globale. Alors, je vais vous montrer, et j'espère que je peux partager, je peux partager mon écran? Oui? Oui, vous pouvez, Laetitia, il n'y a pas de problème. Merci. Oula, alors j'ai plein de trucs, je ne sais pas si ça va marcher, vous allez me dire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça a l'air de fonctionner. Oui, c'est en train d'arriver tranquillement. C'est tout bon. D'accord. Ok, donc ça c'est une petite maquette, un petit fichier de conception pédagogique pour j'ai repris la même formation, enfin pas tout à fait, c'est produire des gâteaux au chocolat, vous voyez, on n'est plus dans élaborer un gâteau aux 3 chocolats, c'est un autre exemple pour juste vous expliquer le principe et comment ça fonctionne. C'est ça un fichier de conception pédagogique. Alors ça c'est celui de Let's Mind, tout le monde a ses propres fichiers de conception pédagogique, on a quand même pas mal revu les méthodos pour essayer d'avoir quelque chose qui soit assez complet finalement. Après, chacun peut changer une colonne ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui sont juste indispensables.
Ça, c'est ce qu'on appelle le premier onglet. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas. C'est ce qui s'appelle la maquette générale. Donc là, c'est une formation très courte. C'est une formation qui fait 7, 9, 23 heures et demie. Donc, formation très, très courte. On a la même chose sur des formations très longues. Si on a un bloc de compétences, en premier lieu, un bloc de compétences, derrière, on va avoir des modules rattachés. Dans un titre, un diplôme, ce qui est certifiant, sont chacun des blocs et la combinaison des 3 blocs dans un examen final. Les modules, vous êtes libre derrière, sauf cas exceptionnel, travail social, médical, etc., etc. Formation très réglementée. Ensuite, on a des modules. Donc, que l'on écrit, c'est notre approche par compétence. Pour un ingénieur formation, tout est compétence. Tout est compétence. C'est ce qu'on va évaluer. Tout est compétence. Donc, ça va être, les modules vont être écrits par compétence, produire un gâteau au chocolat suivant la recette de Cyril Lignac, ou le deuxième module, produire un gâteau au chocolat en trompe-l'œil suivant la recette de Cédric Grolet, puisque mon blog, c'est produire des gâteaux au chocolat suivant les recettes des grands chefs. OK? Par exemple. Ensuite, je vais retrouver mon grain pédagogique. Donc, tout ça, j'ai pas besoin de l'inventer dans mon fichier de conception pédagogique. Je vais le rechercher dans ma carte. C'est un copier-coller, ça je m'en sors. Il n'y a pas de souci, copier-coller. Donc, j'ai toujours des choses où je vais devoir, quand je vais être sur mon fichier de conception pédagogique, je vais avoir des choses qui vont changer. Je vais devoir les remettre à jour dans le fichier, dans le mapping. Donc, j'ai mes grains pédagogiques. On imagine ceux-là, ils sont incomplets. Ça, je vous l'accorde. Le premier, c'est réaliser une ganache au chocolat selon la recette de Cyril Lignac. Le deuxième, c'est sélectionner le chocolat. Et puis, le module 2, il n'y a pas de grain. Le module est égal au grain, c'est possible aussi. Appliquer les techniques de création d'un trompe-l'œil. OK? Et vous allez voir que là, en colonne G, vous pouvez mettre avant ou après, c'est zéro problème. Je vais mettre mes modalités que j'ai sélectionnées aussi. D'accord? Que j'ai déjà peut-être dans mon fichier de mapping. Là, c'est du présentiel. Ensuite, c'est de la visio, c'est du e-learning et c'est de l'entreprise. OK? Alors, ce qui est intéressant, c'est ici. Donc là, je peux avoir mes durées, je peux avoir l'évaluation par module, l'évaluation de la formation, qui des fois est dans votre React, dans le référentiel titre, donc vous ne pouvez pas y toucher. L'évaluation des modules, des fois, c'est absolument pas mentionné, donc vous pouvez tout à fait, c'est ce que vous déposez en demande d'agrément en général aussi, ou en tout cas sur les modalités. Ensuite, ici, c'est là où vous avez vos séquences. Comme vous pouvez le voir en bas, chaque grain pédagogique est numéroté, parce que ça, c'est pour permettre le fait de les retrouver et de les mettre dans les différents systèmes. Mais au-delà, on a des fichiers de conception pédagogique qui sont différents suivant les modalités. Donc, si je prends le premier, le présentiel, c'est un fichier de conception pédagogique. Alors, ce qui est intéressant, c'est ni les couleurs, ni quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on va confier à un formateur, en fait. Moi, j'ai écrit en tant qu'ingénieur formation avec des experts, je peux tout écrire, quel que soit le domaine, d'accord? Et après, je confie au formateur. Sur réaliser une ganache au chocolat selon la recette de Cyril Lignac, je vais avoir un formateur en présentiel et je vais lui dire, la séquence est la M11, c'est ma fiche, donc tu vas devoir me rendre ma fiche derrière pour compléter, pour que je puisse regarder la cohérence pédagogique globale. Donc, le nom de la séquence, alors c'est module séquence et dans une séquence, il peut y avoir plusieurs séances. C'est aussi important dans le vocabulaire. On va dire que le formateur s'appelle Frédéric Charpentier, que l'objectif pédagogique de la séance est réaliser une ganache au chocolat selon la recette de Cyril Lignac et qu'il y a 2 séances dans la séquence. La ganache au chocolat, la recette de Cyril Lignac. Je lui ai déjà mis quelques contenus, mais je vais lui dire qu'il peut changer. Je n'ai pas de type d'activité préconisée, mais je peux en avoir. Je peux dire, je veux une simulation d'entretien, j'aimerais ci, j'aimerais ça. J'ai un prérequis. Là, je dis en méthode pédagogique, là, tu seras plutôt de l'expositif, là, ce sera plutôt du démonstratif. Donc, expositif, ce que je suis en train de vous faire. Démonstratif, c'est j'explique quelque chose et ensuite, il faut faire. D'accord? Donc, je vous explique quelque chose, ensuite, vous devez le réaliser. La modalité, je lui dis que c'est en présentiel et le reste, c'est à remplir. Les modalités de suivi de progression du stagiaire, le déroulé avec activité, les outils, les supports. Alors, il va mettre un nom de support que je vais aller rechercher. Les supports de l'intervenant, les supports remis à l'apprenant s'il y en a, l'évaluation de la séquence et les durées. Et tout ça va se reporter directement dans mon fichier général. Ensuite, donc ça, c'est votre premier fichier de conception en présentiel. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que je peux envoyer que cette fiche au formateur ou je peux tout lui envoyer en lui disant « Est-ce que tu peux me remplir ça, ça, ça ?» Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que, en tout cas, je les récupère et que j'ai tous ces supports pour assurer la cohérence pédagogique. On fait la même chose derrière, mais attention, c'est pas la même chose. Et ça, on a souvent cru que c'était exactement la même chose. Donc, quand on parle d'ingénierie de conception pédagogique multimodale, c'est qu'en conception pédagogique, il y a des différences. En visio, ou en classe virtuelle, si vous préférez, normalement, on appelle ça la classe virtuelle, la visio étant un outil, je vais avoir un autre type de fichier. Alors là, ça va être assez intéressant parce que du coup, on les lit plus un peu suivant nos plans de formation, on va les lire par ligne, comme ça.
C'est comme un peu avant de préparer un guide d'animation pour ceux qui ont créé déjà des séances, etc. Donc, on va avoir notre objectif, un seul objectif. Donc, on n'en met pas des tonnes. Il y a un seul objectif. Il faut arrêter d'avoir une tonne d'objectifs, un seul objectif. Et puis, je vais écrire mes contenus, mon déroulé, d'accord, les activités qui sont liées, parce que tout le monde n'est pas en zone confort avec la visio, hein. D'accord? Tout le monde ne sait pas partager un écran, répondre dans le chat, ouvrir ou clap en même temps, se souvenir de son mot de passe, de son identifiant, et ça marche pas, etc. Et qu'est-ce que je fais derrière? Donc moi, je suis partisane, comme tout le monde, hein, enfin en tout cas ça a été aussi prouvé scientifiquement, de me décharger de tout ce qu'il y a dans mon cerveau qui ne m'intéresse pas avant l'instant T. Donc je vais noter mes liens, je vais noter les codes, et je vais surtout noter tout ce qui va faciliter la conception pédagogique et l'animation pour que je sois vraiment focus sur mes apprenants. Donc je vais dire c'est le groupe en entier, non c'est individuel, non je vais les mettre par salle, je vais mettre quatre personnes par salle, le choix sera automatique, ils choisiront, etc., etc. Et surtout les durées. Les durées, parce qu'en visio, ça peut exploser et on peut passer d'un moment à l'autre. Voilà, ça peut être un peu différent par rapport au formateur à sa gestion, mais aussi pour autre chose, c'est que normalement, en distanciel synchrone, c'est une pause toutes les 45 minutes. Donc, il faut pas l'oublier. Donc, je vais avoir le déroulé, je vais avoir les activités que je souhaite faire, et puis je vais avoir tous les outils que je vais pouvoir noter. Là, j'ai un PowerPoint, et surtout, si j'ai des ressources complémentaires, si je transmets en direct, par exemple, dans le chat la ressource, si je la mets dans le LMS, si j'évalue comment j'évalue, et puis si je suis formateur indépendant ou je travaille avec quelqu'un d'autre, je peux avoir noter tous mes moyens, besoins et matériels. Alors oui, mais en fait, Céline, on appelle ça une trame de déroulé pédagogique, on appelle ça un scénario, on appelle ça aussi un guide d'animation quand c'est encore plus rédigé. En fait, ça dépend derrière la trame du déroulé pédagogique. Des fois, on met pas tout ça. Donc voilà, là c'est un peu, nous on appelle ça un fichier de conception pédagogique qui reprend effectivement les choses et derrière on peut le mettre suivant différentes formations. Ce qui est assez intéressant dans ce fichier, en tout cas là que j'ai sur cet outil de classe virtuelle qu'on a créé chez Let's Mind, c'est que quand on fait de la comodalité, donc là du coup on a la gestion des groupes, c'est le même fichier à peu près qu'on utilise. Donc et c'est ça qui va nous permettre de voir si c'est clair ou pas. Donc des pauses, vous voyez là je vais faire une pause avec des étirements, la réalisation de quelques étirements debout, 3 minutes, puis une pause libre, je fais le reste, ensuite on va passer à la sélection du chocolat, etc., etc. On ne crée pas une formation sous PowerPoint. Je le redis. On ne crée pas une formation sous Word. On crée une formation dans un fichier de conception pédagogique après avoir préalablement écrit le personnel, les compétences, choisi ses modalités et ses méthodes. Attention, c'est pas immuable. On peut revenir en arrière en se disant ah oui, mais là, finalement, je vais pas les mettre en e-learning, je vais les mettre là, bien sûr. Alors, je continue. Là, c'était la visio. Passons au e-learning. Le e-learning, assez important aussi, parce que là, il va falloir le produire, le e-learning. Hein. Il n'y a plus de formateurs. En tout cas, il n'y a plus de formateurs quand je suis en train de regarder un e-learning. Donc là, c'est un autre fichier de conception pédagogique qui s'appelle un fichier de conception pédagogique en e-learning, où je vais devoir tout écrire parce que derrière, je vais avoir des gens qui vont produire. Hein. J'ai intérêt à écrire mes voix off parce qu'il y a quelqu'un qui va les tourner. D'accord? J'ai intérêt à écrire ce qu'on va voir sur les écrans parce que derrière, je vais écrire un storyboard. Là, je reviens sous un format storyboard sous PowerPoint pour que ce soit produit derrière, que j'ai des graphistes ou des concepteurs pédagogiques multimédia qui fassent les visuels, qui les animent, etc. Et puis là, en fait, c'est aussi important parce que si moi, je suis formateur et que j'interviens ici, bon là, je suis en début de formation. Imaginez, bon là, c'est créé en début de formation comme ça, mais imaginez que c'est plus tard et qu'avant moi, il y a du e-learning, etc. Bah, je vais aussi bien aimer le lire plutôt que des fois d'avoir le temps de le voir ou quoi que ce soit. Et si surtout il y a des retouches à faire et il y a des ajustements comme c'est le cas tout le temps en pédagogie, à chaque session, j'ai un fichier d'archivage. On ne crée rien en direct dans un outil. On ne crée rien sous Geniali en direct. On ne crée rien dans un LMS en direct. On écrit dans des fichiers de conception pédagogique. Après, vous faites des copier-coller, tout ce que vous voulez. Mais on n'écrit jamais rien en direct dans un outil. C'est le meilleur moyen de tout perdre. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, je peux faire un petit quiz ici à vous de jouer. À votre avis, quel type de chocolat faut-il privilégier dans le cadre de notre recette? Quiz à réponse unique. Voilà, et je mets quelle est la bonne réponse. Recette en téléchargement avec bouton et visuel.
avec un feedback derrière où je vais leur dire, eh oui, dans notre cas, tatati, tatata. Je vais avoir une vidéo à tourner, un lien YouTube, etc., etc. Ça, c'est un fichier de conception pédagogique en e-learning. Et puis enfin, ben voilà, après j'ai mon dernier en entreprise. Alors j'imagine que moi je suis pas spécialiste de la feste, hein, donc n'hésitez pas si vous avez, vous pouvez améliorer. C'est au contraire, c'est génial de pouvoir partager, échanger. Là, on a repris un peu le modèle du présentiel mais avec d'autres choses où on est vraiment sur les méthodes, les modalités, etc. C'est plutôt, en fait, là, c'est pas un schéma, c'est pas un fichier de conception en AFEST. Hein, c'est vraiment un partage avec l'entreprise en lui disant, bah voilà, ce serait bien de faire une recette en trompe-l'œil, un déroulé. Le stagiaire doit la réaliser avec retour du maître d'apprentissage, remédiation, technique, conseil, validation des compétences, outils en entreprise, au laboratoire, aucun cours. Voilà, on a une évaluation suivant une grille de critères qui est fournie et l'évaluation est sur ça. Enfin, on peut aller bien plus loin. Là, c'est vraiment un exemple assez schématisé pour vous donner l'ensemble des éléments et que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Alors, je vais essayer de revenir. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour vous? C'est très clair. Eh ben, c'est super, j'en suis ravie. Est-ce que vous revoyez mon écran principal comme tout à l'heure? Oui, super. Alors, bah, vous allez me dire, ok, très bien, c'est chouette, c'est très bien ce que vous dites, Laetitia, il n'y a plus qu'à, etc. Mais comment on fait maintenant? Parce que moi, ok, j'ai une formation à repenser, combien ça va me coûter? Qui je dois mettre dans mon groupe projet? Et ça prend combien de temps? D'accord? Et quel travail? D'accord? Eh ben, je vais vous répondre, hein, mais je vais vous répondre autant que je peux. C'est comment mange-t-on un éléphant? À votre avis, comment mange-t-on un éléphant? Eh bien, c'est morceau par morceau. C'est-à-dire qu'on ne change pas tout en une fois. On va y aller étape après étape. Véritablement. Alors, d'autant plus sur les formations longues. On accompagne, nous, des grands groupes ou des grosses structures. Petit à petit, effectivement. Des grosses structures qui nous disent, non, on bascule l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, là, on est en juillet, hein, donc, et même février, qui nous disent, non, on bascule l'année prochaine, on va tout repenser, etc. Impossible. Impossible, même avec la meilleure volonté du monde. Impossible. Impossible. Vous comprenez bien dans l'approche que je vous ai présentée dans cette méthodologie qu'il faut tout repenser. Tout. On ne peut pas prendre une formation qui existe déjà en disant ah ben non, là on va faire que ça. Non, c'est de toute façon vous allez réécrire vos compétences, mettre des modalités, rien que là on repense les choses. On est en train de digitaliser des permis. Des permis moto, permis VTC, permis taxi, etc. Est-ce que vous pensez que la formation reste identique avec ce qui se passe en présentiel? Impossible. On écrit une histoire à l'intérieur, les contenus sont amenés complètement différemment. La pratique, c'est plus tout à fait la même chose, on va plus tout à fait faire la même chose, etc. Par contre, on va y aller par étapes pour le concevoir. On va se laisser un temps long pour le concevoir. Je ne connais pas de projet du fait de repenser des formations qui soit inférieur à 6 mois. Ça, je vous le dis. Ça, c'est certain. Même si vous y êtes tout le temps dessus là. Alors, c'est une formation de 2 jours, vous allez me dire, ok, non, mais ça, je suis d'accord. Et encore, faut noter la production, etc. Mais, si vous faites ça non-stop, quoi. Non-stop. Et je connais personne qui fasse ça non-stop parce que il faut faire du chiffre, parce qu'il faut aller animer, parce que voilà. Et que en plus c'est pas bon parce que repenser une formation, ça nécessite des temps longs, ça nécessite des temps de pause. Quand vous êtes en train d'écrire votre persona, quand vous êtes en train d'écrire vos compétences, quand vous choisissez les modalités, ça nécessite des temps de pause. Faites autre chose, réfléchissez, votre cerveau va continuer à réfléchir, vous allez revenir dessus et vous allez rechanger les choses. Donc petit à petit, ce qui est important, c'est d'être toujours en mode projet en cas d'amélioration continue, dans le cadre de l'amélioration continue. C'est pas de faire un gros truc qui va jamais aboutir et tout le monde va être déçu. Cette année, on fait ça, l'année prochaine, on fait ça, l'année suivante, on fait ça. Et on essaime au fur et à mesure. Donc, les critères de réussite de la multimodalité, en tout cas du fait de repenser ces formations en multimodalité, c'est de préparer, ce que je viens de vous dire, un programme de travail qui soit long, étape après étape. Ça, c'est important, vraiment. De vous dire déjà quel est le projet qu'on va faire en premier. On ne peut pas tout faire. Donc, c'est quoi notre projet test? Parce que vous allez apprendre.
Vous avez changé aussi votre méthode, etc. Moi, je me suis pas levée un matin en disant, tiens, un fichier de conception, on va faire ça, ça, ça. Hein. Tiens, le storytelling, la méthodologie, ça va être ça, ça, ça. Non, non, non. Ça prend des années et des années. Donc, petit à petit, d'accord? Et encore là, c'est cool parce qu'on vous donne les étapes, etc. Avant, nous, on a dû chercher, potasser, etc. Accorder du temps de conception immuable. Si vous êtes une structure, vous n'êtes pas, mais même si vous êtes seul, vous dites, ça, c'est une demi-journée de back-office, je ne fais que ça. Je fais pas l'administratif, etc. Je prends 3 heures, ça suffit, hein, 2-3 heures de conception pédagogique. C'est déjà énorme. D'ingénierie de conception pédagogique. C'est énorme parce qu'on n'est pas en zone confort dans son cerveau, etc. Donc, à la fin, on est rincé. Il faut pas en faire plus. Faites pas une journée. Surtout pas. Et ne tombez pas dans le piège de l'outil est mon ami. L'outil n'est pas votre ami. L'outil arrive à la fin. Allez, j'ai vu un truc génial. On peut faire ça. Tu vois, avec l'IA, ça va me créer tout de suite mon Padlet ou mon Geniali. Je vais pouvoir faire ça. Mais on n'en est pas là. C'est quoi les compétences? Quel est le persona? Quelles sont les modalités, les méthodes, les contenus? On n'en est pas là. Ça peut être génial, mais c'est génial pour nous en tant que formateurs, pas pour les stagiaires. Donc, on est vraiment sur le temps de conception qui doit être immuable. Si à l'inverse, vous dirigez une équipe de formateurs ou un organisme de formation, la clé de succès, c'est si les gens n'ont pas le temps de concevoir, ils ne peuvent pas concevoir. Un chef ne conçoit pas ses recettes quand il est en plein service. C'est pas possible. Et ce temps de conception qui est souvent contractuel, en tout cas auprès des organismes de formation, convention collective des organismes de formation, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mangé, hein, il est complètement réalisé, qu'on soit bien d'accord, mais sur d'autres choses. Tu peux assister à un jury, tu peux, voilà, et c'est complètement compréhensif de l'histoire de la formation. 20 ans en formation en présentiel minimum où on répétait la messe, bah forcément on a le temps de faire autre chose. Hein. On n'évaluait pas, ou très peu, ou l'évaluation des connaissances, ou l'évaluation de satisfaction. Alors, il était sympa le formateur, le café, bien, t'accueille, top, super. Bon bah, bonne journée, à bientôt. Voilà. J'exagère, bien entendu, mais c'est à peu près ça. Donc, forcément, tout le temps était axé sur ce pourquoi on était payé, leur stagiaire assis. Donc, un formateur, et moi la première, mais c'est certain, j'ai mon PowerPoint, etc. J'ai pas réinventé la roue à chaque fois que je fais quelque chose. J'ai le même groupe, j'ai 8 fois, bah voilà. Hein. Donc forcément, j'ai le temps en conception. Hein. Donc ça, c'est très important. Le temps de conception, il est immuable. Après, je vous donnerai des ratios si ça vous intéresse. Nous, comment on calcule en fait nos ratios d'ingénierie de conception pédagogique quand on doit repenser une formation, parce qu'on facture, donc il faut pas trop qu'on se plante. Hein. Donc, valider les rendus. Bah, si j'envoie toutes mes fiches aux formateurs, à une quinzaine de formateurs, et je le fais, hein, vraiment, je le fais, j'ai dirigé des écoles sup, il y avait 5 diplômes et j'avais déjà cette approche. Vraiment, je dois valider la cohérence pédagogique de ce qu'on me renvoie. C'est pas parce que un formateur me renvoie quelque chose que c'est OK. Et ça n'a rien à voir avec la compétence du formateur. C'est tout simplement peut-être qu'il n'est pas là où je l'attends. Peut-être il dépasse un peu. Peut-être à l'inverse, il est trop focus sur quelque chose. Peut-être il me manque quelque chose, donc j'ai besoin d'échanger avec lui. Parce que je veux dire, ah bah oui, bah ce qu'a fait Xavier avec nous, ah bah oui, mais Laetitia, si tu fais ça, après il y a un tel qui fait ça, il y a déjà eu ça, donc t'es ici au milieu. Donc c'est à redondance, ok, mais ça non, etc., etc. Ça c'est important. On doit créer des ressources et des activités qu'on n'a pas, donc ça prend beaucoup de temps. Et on doit intégrer toutes les parties prenantes. On n'est pas seul dans son coin. On peut intégrer des stagiaires ayant déjà suivi la formation, des alumni, des entreprises, les entreprises partenaires, etc., etc. Ça, c'est important. Alors, je vais vous donner les ratios après. Hein. Donc après, généralement, on me dit, voilà, est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise et comment je vais faire? Parce que moi, mon équipe de formateurs, c'est pas possible. Ils n'ont pas la compétence et on peut pas avoir la compétence de tout, encore une fois. Hein. C'est encore une fois pas un jugement, c'est tout à fait normal. Hein. Personne ne sait faire ça ou produire, ok, mais produire quoi? Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez internaliser ou externaliser. Si je reprends le schéma que je vous ai montré au début, vous pouvez, il y a des choses que je pense qui doivent continuer à être internes à un organisme de formation. Persona, écriture des compétences, analyse des besoins, processus d'évaluation, ça va de soi. Enfin, ça va de soi, mais en tout cas, c'est important. Vous pouvez externaliser un certain nombre de choses, sachant qu'il y a des formateurs qui peuvent être ravis et qui ont la compétence de tourner des voix off, de les écrire, de faire du e-learning, etc. C'est tout à fait possible.
Mais sinon, il faut établir des ratios entre le temps que ça peut prendre en interne, les compétences que vous avez en interne et le coût. D'accord? Si moi, je passe 10 heures à faire 3 slides, est-ce que ça a un intérêt, en fait, pour la structure, hein, je parle financièrement? Aucun. Aucun. Déjà, c'est mal fait, ça va coûter très cher, etc. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez internaliser, externaliser. Il y a pas mal de structures qui externalisent leur voix off, par exemple. Il y en a qui externalisent leur graphisme, leur production de leur formation en e-learning ou autre. Certains vont externaliser juste des parties. Ils vont avoir une maquette digitale sur des outils. Le reste, ils vont le faire en interne. Certains vont externaliser ou accorder plus de temps en conception pédagogique avec des formateurs, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir à quelle étape et quelles sont les conséquences de l'externalisation, de l'internalisation. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Encore une fois, moi, je considère que tout ce qui fait notre valeur ajoutée en tant qu'un organisme de formation doit rester interne. Donc, l'analyse des besoins, les processus d'évaluation, compétences et l'expérience utilisateur, c'est-à-dire comment on adresse la formation. Laetitia, on a une question de Maxime dans l'onglet questions, donc je ne sais pas si tu vas la voir, qui nous demande en termes de durée pour une conception de formation en multimodalité, pour 1 heure de cours, on compte combien de temps de préparation en moyenne? Alors, je vais vous répondre à Maxime. C'est très bien. On part de 2 choses, en fait. Des fois, on a effectivement, on part du fait de ne pas créer, mais de repenser. C'est-à-dire que la formation existe déjà. Elle fait effectivement ce que vous avez dit, 1 heure, et on souhaite la repenser en multimodalité. Toutefois, dans mon propos, je vais le cerner en 2 grandes étapes. L'ingénierie et la conception pédagogique, d'accord? Et la production des contenus de la formation. OK? Parce que vous pouvez très bien avoir une production qui soit plus ou moins importante en fonction de votre degré de e-learning ou ce que vous voulez faire à l'intérieur. Si à l'intérieur, vous voulez faire de la VR, vous voulez faire un serious game, forcément, la production va être encore plus grosse. D'accord? Donc, ça reste des moyennes. En tout cas, ce qu'on sait qu'en conception pédagogique, on part toujours d'un x10. Si vous avez 1 heure de formation en présentiel et que vous voulez la repenser en multimodalité, juste en ingénierie en conception pédagogique, vous avez besoin de 10 heures. Et on se trompe pas dans ces ratios. Nous, on facture un coef x8, mais on sait que les personnes vont mettre un x10. Et on en accompagne assez, je peux vous dire, pour vous dire que c'est x10. Donc, vous avez une formation de 4 heures, une formation d'une journée, voire de 2 jours, 14 heures, pour la repenser, c'est-à-dire l'écrire, vous voyez, jusqu'au fichier Excel. Hein. J'en suis jusqu'au fichier Excel. À l'intérieur du fichier Excel, d'accord? On ne produit pas. J'écris les voix off, j'écris que là, il me faut un PowerPoint, j'écris les visuels, j'écris ce qu'on appelle un PowerPoint tablant, même si vous voulez, c'est-à-dire un storyboard où je vais dire là, je veux ça, je veux une image comme ça, comme ça, comme ça, fois 10. Une formation de 14 heures à repenser en multimodalité, c'est 140 heures. Voilà. Nous, on met un peu moins parce que c'est notre métier. Et on a le pendant, on n'est pas expert des fois des domaines, on intervient dans tous les domaines d'activité, hein, tous les secteurs d'activité. Alors, des choses qu'on connaît, si on nous demande de digitaliser, de repenser, en multimodalité, le titre FPA, on le connaît par cœur, ça va plus vite. Mais quand on intervient sur d'autres choses, la compta ou non, on a besoin de parler avec des experts, etc. Mais on sait le temps qu'il leur faut, hein. Même accompagner, parce que nous ne sommes pas garants de l'expertise et du contenu. Et ils vont devoir repenser les choses. Non, mais 2 heures, c'est impossible, Maxime. C'est pas un x2, c'est un x10. C'est un x2. C'est un x10. Et quand je dis c'est tout, hein, c'est l'ingénierie, la conception pédagogique, évaluation inclus. Processus d'évaluation inclus. C'est avant de produire l'outil. D'accord? C'est les x10. Alors, et en production, on a un ratio qui généralement est un x10 aussi. Donc, pas un x10 du x10, mais un x10 aussi. Donc, si j'ai une formation de 14 heures et que je dois toute la reproduire, toute la repenser, qu'à l'intérieur, j'ai quand même du e-learning. D'accord? Là, c'est avec e-learning, mais même un tout petit module. Hein. C'est un x10. Donc, j'ai 140 heures de conception et je vais avoir à peu près 140 heures de production. Alors, vous allez me dire, on s'arrête là, c'est pas du tout rentable, cette histoire, ça va pas du tout. Oui et non, ça dépend, c'est quoi notre métier? Notre métier, c'est quoi? C'est de faire quelque chose et en fait, l'impact, il n'y en a pas. Alors après, il peut y avoir une problématique de financement des formations, ça c'est autre chose, sachant que toutes ces modalités sont finançables maintenant.
Donc après, c'est à vous, et c'est justement le point essentiel. Forcément, quand on fait de la multimodalité, forcément, on doit revoir le business model de son organisme de formation. Et forcément, on doit aussi communiquer. Mais ce serait irréaliste que je vous dise que c'est un x2. Hein. Je peux pas vous dire ça. C'est pas vrai. Enfin, c'est un x10. Je sais pas si parmi le public, il y a des gens qui font déjà de la multimodalité, etc. Comptez-les les heures. Moi, je l'ai fait pendant des années. Et je facture un x8. Donc, non, je sais que quand on accompagne les équipes, on doit prévoir leur temps de back-office et c'est un x10. Donc, en tout cas, sur l'internalisation, l'externalisation ou même sur votre production d'outils, etc. Souvent, en pédagogie, il faut vraiment penser dans tout ce que vous allez faire. Et je sais que je me répète, mais que notre métier, c'est de permettre à un persona d'acquérir des compétences et de trouver la meilleure solution pédagogique à l'intérieur. D'accord? C'est vraiment ça. Donc, avec de la multimodalité à l'intérieur, généralement. Et toutefois, des fois, en production d'outils, vous allez trop loin. Vous allez vraiment trop loin. Et en pédagogie, alors j'ai l'habitude de le dire à mes équipes, mais je le partage avec vous aujourd'hui, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Vous faites des choses qui sont tellement poussées et tellement loin qu'on en perd la pédagogie et l'objectif à atteindre. Le nombre de jeux auxquels j'ai assisté qui sont mais super bien faits, des serious games, des jeux de plateau, etc., etc. Et à la fin, il reste quoi? Quel est l'objectif pédagogique? Quelle est la compétence à atteindre? Si je fais un jeu d'une journée et que l'objectif, il est comme ça, sur un plan de formation qui est comme ça et qui fait 4 jours, il faut remettre en perspective tout ce qu'on fait et se redonner les moyens de les cibler comme il faut. Il y a des choses très simples à faire en production qui fonctionnent très bien. Mais je ne peux pas vous dire que le temps de conception pédagogique, le fait de penser à tout ça, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, cette modalité, comment je vais l'exprimer, etc., etc., c'est un x10. Plus la feste rentre à l'intérieur, forcément aussi. Je regarde si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je les vois pas toutes, donc n'hésitez pas du tout. Alors, bien sûr, oui, surtout que le temps est bien souvent limité, notamment pour un titre pro. Alors, oui, Stéphane, je vais pas vous dire non, mais je trouve qu'on s'en met trop par rapport à l'objectif visé. Reprenez votre titre pro et reprenez cette approche par compétence en vous demandant, par rapport à la taxonomie de Bloom, à quel niveau vous êtes. Souvent, vous évaluez ou vous mettez un certain nombre de compétences et de contenus qui sont supérieurs à ce qui est demandé. Mais voilà, il faut vraiment penser à votre persona et aux compétences à acquérir. Alors pour finir, bien sûr, quelques outils, mais en fait, j'ai mis ça, mais j'aurais pu en mettre d'autres, hein, je vous le dis clairement. Mais à chaque fois, on me dit, ah oui, mais Laetitia, on utilise quoi comme outil? Alors, les outils de conception et d'ingénierie pédagogique, je vous ai montré, un mapping, un fichier de conception pédagogique. Mais ensuite, derrière, mais vous êtes libre. Moi, je vais vous donner des outils. J'utilise Zoom parce que, bon, là, c'est pas Zoom, c'est autre chose, mais parce que je peux annoter en direct, etc. En visio, pour moi, c'est plus simple. J'ai tout sur Zoom pour faire les sondages, etc. Donc, je suis pour très peu d'outils pour faire un certain nombre de choses. D'autres vont utiliser Microsoft 365 avec des solutions à l'intérieur. Vous pouvez utiliser Klaxoon aussi. Vous pouvez utiliser Genialic, un logiciel de design pédagogique. Après, on a des logiciels auteurs, nous, pour créer des formations e-learning, Kahoot, pour faire un peu de challenge, d'appel à l'attention et d'ancrage mémoriel, ou Clap aussi, vous allez pouvoir faire des nuages de mots, des activités d'inclusion, d'éclusion, d'animation, des sondages au milieu, etc. En fait, par cette slide, je veux vraiment vous dire que les outils, il y en a pléthore. Mais si vous ne faites pas j'étais pas sur la bonne slide, hein. Donc j'étais sur la mienne et pas sur l'autre. Si vous ne faites pas derrière, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Si vous n'êtes pas, vous êtes directement dans la production qui est en bas et vous n'avez pas fait tout ce travail, ça ne sert à rien. Ne passez pas du temps sur les outils. Vous allez avoir une approche par outil qui va nuire à l'atteinte de la compétence. Donc l'outil, c'est vraiment à la fin. Et il y en a des très bien, des pas chers et qui fonctionnent très bien. Et des fois, c'est un papier, un crayon, un post-it, 2 chamallows et ça suffit.
Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et à partager surtout avec vous. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de ne pas, bien sûr, de bien me les poser, surtout, de pas hésiter à me les poser. Je vous ai mis aussi, là, vous avez le QR code des podcasts de Let's Mind que vous allez retrouver sur notre site internet. Vous allez retrouver l'approche par compétences, l'écriture d'un persona avec de la méthodologie derrière, les fichiers de conception pédagogique, l'animation en classe virtuelle, etc. Des podcasts assez courts de 15 minutes. Toutefois, voilà, vous pourrez les retrouver et avoir un peu de compréhension de tout ce qui vous a été dit durant ces 2 heures. N'hésitez pas peut-être à remonter des questions si vous nous les avez posées plus tôt et qu'on a pu peut-être les louper. N'hésitez pas à les recopier-coller dans le chat. Hein. Peut-être simplement, pendant que vous prenez le temps de poser vos questions, on va vous rappeler la prochaine conférence qui sera donc animée par Jonathan Potier, que Laetitia a cité tout à l'heure, qui se tiendra donc le 19 septembre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le 24, pardon. 24, oui. Le 24, voilà, sur le format 9-11. On vous enverra en même temps que le support de présentation et que le lien de la vidéo, le lien pour vous y inscrire. Et on va vous inviter également à bloquer votre matinée du 12 novembre si vous êtes disponible. On vous proposera une matinale en présentiel, ce coup-là, qui se tiendra à Dijon, à la Maison des Entreprises. Et ça sera l'occasion de faire un petit bilan, une petite synthèse des différentes animations qui a eu lieu. On vous proposera des ateliers thématiques sur notamment les 3 thématiques des 3 dernières conférences. Et on aura une dernière intervention d'un dernier expert sur le « et maintenant » finalement, et on pourra envisager les suites qui seront à donner. Donc Laetitia, je vous laisse reprendre la main s'il y a des questions qui sont arrivées. Oui, je vois. Sur la partie des financements, les pratiques ont évolué pour encourager les fichiers. Alors, le fichier Excel, non, je vous le laisserai pas, mais toutefois, quand on sera en atelier au mois de novembre, on pourra l'expérimenter ensemble. Ensuite, Stéphane, vous avez raison, demandez à votre chef de m'appeler. Pour que je puisse lui réexpliquer. On me demande des petits topos sur la taxonomie de Bloom et les méthodes pédagogiques pertinentes. Alors, les méthodes pédagogiques sont toutes pertinentes, Olivier. Vraiment. Par contre, je vous invite du coup à suivre dans les podcasts de Let's Mind. Vous allez tout retrouver directement. Ce sera bien plus simple et vous aurez suffisamment d'éléments. Toutefois, si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur le site de Let's Mind et je vous expliquerai tout ça avec grand plaisir. Sur la partie des financements, Cyril, oui, les pratiques évoluent. État, région, OPCO, bien entendu, même si on sait que depuis quelques mois, c'est un peu tendu. Toutefois, toutes les modalités doivent être prises en charge. Ça, c'est le texte de loi. Ça n'a pas été une mince affaire et ça ne l'est toujours pas, dû à l'environnement de la formation, à la fusion ou la séparation entre les OPCA via les OPCO derrière et les systèmes d'information et la gouvernance, etc. Toutefois, la FFOD avait signé aussi une espèce de charte d'engagement sur la multimodalité auprès de tous les financeurs pour dire vous devez prendre le e-learning et la visio exactement de la même façon que du présentiel en charge. Sachant que les durées ne sont pas calculées de la même façon, encore une fois, puisque dans une formation en asynchrone, lorsque je donne les durées, par exemple, il y a la durée du visionnage, certes, mais là, il y a la durée également de tout le reste, des travaux à rendre, des recherches à faire, etc., qui doit être prouvée par un certain nombre de rendus, c'est sûr, mais qui font partie du dispositif. Toutefois, et ça je vous le dis, c'est vraiment mon parti pris, ce que je pense, c'est mon point de vue de Laetitia Fils-Sainte-Marie. Je pense que demain, nous arriverons vers une approche par compétence, même dans les financements. L'approche par heure n'est pas une approche qui peut être poursuivie vraiment au terme des années. Ce qui a été le cas déjà avec l'apprentissage. L'État a commencé avec l'apprentissage et les CAP ou autres, où vous avez plus d'heures stagiaires, mais vous avez un coût contrat. Parce que le CAP emmène vers l'insertion professionnelle et donc voilà, après la question c'est comment gérer les abandons et ça va être autre chose qui va arriver dans les prochaines années, mais ça va être la même chose en formation continue. L'avenir est d'avoir un programme de formation par compétence et un financement par compétence, véritablement.
Ah bah oui, avec plaisir Cyril, mais vraiment avec plaisir parce qu'on marche sur la tête. La formation coûte cher. On ne peut pas dire que la formation coûte rien. La formation coûte très cher et la France n'a plus les moyens qu'elle avait avant. Faire du e-learning ou de la multimodalité, vous l'avez compris, ça coûte pas moins cher pour un organisme de formation. Ce qui va coûter moins cher, c'est la méthodologie que vous allez mettre en place et qui va être forcément onéreuse la première année. L'investissement que vous allez mettre en place parce que derrière, vous aurez une méthodologie, vous allez plus pouvoir travailler plus vite et mieux, en fait, et que chacun saura ce qu'il a à faire. Donc, oui, la multimodalité, ça va être un gain, forcément, mais on n'est pas comme ça, quoi. Comme quand on fait du e-learning, tout le monde sait tout. Tous ceux qui font du e-learning savent que c'est pas ça qui va rapporter, c'est pas du tout ça. Ce qui rapporte, c'est véritablement, justement, d'avoir en face de nous des commanditaires qui, quels qu'ils soient, ou des clients, qui sachent pourquoi ils sont formés. Ça, oui. Et qui mettent les moyens nécessaires parce que c'est dans une activité économique. On forme pas pour notre culture générale. On forme pour l'insertion professionnelle, pour l'acquisition de compétences et des mises en œuvre opérationnelles. On forme pas au petit bonheur. Donc, si j'en ai besoin professionnellement, c'est bien pour améliorer mes pratiques, pour être plus performant. Et là, c'est un changement de culture. Donc, il va falloir encore un peu de temps, mais je trouve qu'on est sur la bonne voie, poussé effectivement par deux grandes choses, la loi du 5 septembre 2018 et ses applicatifs, et je pense que quel que soit le gouvernement demain, rien ne changera, c'est certain. Et derrière, par la crise sanitaire et puis par les générations. Vous n'avez pas formé la génération Z comme vous avez formé la Y. Ça, c'est certain, parce qu'ils ne viendront plus. Donc, ça, ils diront au revoir. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde si j'ai répondu un peu à tout le monde. Cyril nous fait la promotion de notre prochaine conférence en présentiel du 12 novembre. Mais il me semble effectivement, Laetitia, qu'on a répondu aux questions qui ont été posées tout au long de la matinée. Bon, bah c'est parfait. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce temps de partage et d'échange. Merci bien. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux et sur les webinaires de Let's Mind, certes, mais surtout sur nos podcasts. Et on aura la joie, Laetitia, de vous retrouver en présentiel, donc autour de cette thématique, encore une fois, le 12 novembre. Et vous pourrez vous exercer, justement. Venez avec un petit projet. On va donc vous remercier de votre présence, de votre attention pour aujourd'hui. On vous réannonce encore une fois donc la conférence de Jonathan Potier qui sera bien le 24 septembre. Et on vous souhaite de passer une bonne journée. Je ne sais pas, Christine, si tu as quelque chose à rajouter. Merci à tous, et puis merci encore à Laetitia pour non seulement cette présentation claire, précise, et surtout sur les bons conseils qu'elle nous a fournis. J'estime qu'en tant qu'organisme de formation, c'est vraiment à prendre en considération parce que c'est vraiment très pertinent. Merci Laetitia. Avec grand plaisir. Merci à vous pour votre invitation et pour ce temps. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.